Alors, on parle de pénurie des énergies que je vais appeler entre guillemets traditionnelles, pétrole, gaz, même uranium d'ailleurs. On parle également beaucoup de pollution. J'aimerais que ce soir, à travers les interventions de nos invités, on puisse, si ce n'est répondre, au moins avoir des éléments pour répondre à 3 questions toutes simples, vraiment toutes simples, qui sont probablement des questions que se posent la majorité des gens dans comme ça, des gens qui ne sont spécialistes d'aucun de ces domaines. C'est-à-dire, où en est-on réellement de ces réserves d'énergie dites, entre guillemets, traditionnelles? Est-ce qu'il en reste? Quelles énergies sont éventuellement disponibles? Quelles sont les alternatives? Et j'oserais ajouter crédibles, c'est-à-dire véritablement dont la mise en œuvre ne nécessitera pas de révolution considérable. Et justement, la troisième question, elle découle des 2 premières, c'est quel délai a-t-on pour agir? En gros, ça va passer ou ça risque de casser? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un hiatus entre l'épuisement des réserves et la mise en œuvre des nouvelles? Alors, je voudrais également préciser que, bien sûr, ce forum, et M. Giraud l'a fait, ne porte pas sur les problèmes de la pollution, de l'effet de serre, etc. Mais que ce seront bien entendu des sujets qui seront incontournables. Pour apporter des éléments de réponse à ces 3 principales questions, donc, nos invités, M. Bernard Tamain et M. Brahima Dakio, auxquels je vais demander de se présenter succinctement. Alors, Bernard Tamain, bonsoir, merci d'être venu de Caen. Je sais que là-bas, vous êtes professeur d'université à l'École nationale supérieure d'ingénieurs, et puis vous étiez encore récemment, vous l'êtes encore un peu d'ailleurs, attaché, chargé de mission au ministère de la Recherche, c'est bien ça? Quelles sont vos voies de recherche dans les domaines que j'ai cités? Donc moi, ma recherche, je la fais en fait sur le GANIL, qui est donc à Caen, comme vous le savez. Le GANIL, c'est le plus grand accélérateur français de physique subatomique. Je fais donc de la recherche fondamentale dessus, et je m'intéresse aux questions d'énergie. Je suis donc là ce soir à ce titre-là, à côté de ces recherches. C'est pas dans le cadre de ces recherches, c'est à côté, et aussi dans le cadre d'une mission que j'ai eue au ministère, dans les années qui ont passé, où on m'a demandé de faire quelques rapports là-dessus. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je me suis intéressé à l'énergie. Brahima Dakio, vous êtes professeur des universités à l'UFR des sciences et, alors attention, et électrotechnique et en automatique au Havre. Même question qu'à votre complice, l'essentiel de votre action, dans quel domaine? Oui, donc comme vous l'avez signalé, moi je suis directeur du laboratoire du GREA, de recherche en électrotechnique et automatique au Havre, et nous avons une activité qui est centrée sur le traitement de l'énergie. Donc nous sommes un peu plus appliqués que M. Tamet, puisque pour ce qui nous concerne, il s'agit de traiter l'énergie et moins la gaspiller, et puis faire en sorte que les transferts d'énergie se fassent dans les meilleures conditions. Et dans mon laboratoire, nous avons un groupe d'électrotechniciens, donc je m'intéresse beaucoup plus à l'énergie électrique, et puis une partie du laboratoire s'occupe des problèmes de sûreté de fonctionnement, hein, 2 thèmes qui sont d'actualité et qui concernent évidemment notre propos de ce soir. Merci. Alors revenons vers vous, Monsieur Tamain. Nous vous écoutons. La parole et les écrans sont à vous. Donc je ne vais pas parler de toutes les questions d'énergie. Je vais me focaliser sur 3 points seulement, qui sont des points à partir desquels on pourra discuter après, si vous le voulez bien. Alors, bon, le titre, quel bouquet énergétique pour demain? Le premier point, c'est que nos besoins, ils sont partout dans le domaine de l'énergie. On a besoin de l'énergie dans tous les domaines de notre vie. J'en ai cité quelques-uns ici, l'alimentation, l'habitat, les transports, l'industrie, la santé. Il y en a 2 qui sont en rouge parce que ce sont les dominants. Ça veut dire que c'est dans ces 2 domaines-là, l'habitat, le chauffage en particulier, et les transports, que l'on consomme le plus. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, il y a des besoins. Dans une logique d'offre et de demande, on est dans une société d'offre et de demande, il faut se dire d'où ça vient, cette énergie. Alors cette énergie, elle vient de la production. La production, il y a des sources non renouvelables. Et là, le maître mot, c'est les réserves. Il y en a pour combien de temps dans ce panier qu'on vide petit à petit. Et puis les énergies dites renouvelables.
Et là aussi, il y a des limites, parce que il faut le maître mot, là, c'est le mot ressources. Il faut se poser la question, il y a un robinet qui coule, mais est-ce qu'il coule assez, ce robinet, par rapport aux besoins? Donc vous l'avez compris, le premier point clé sur lequel je voudrais parler, c'est le problème de la balance entre la demande et l'offre. Alors quand il y a une question comme ça de balance entre demande et l'offre, et qu'il peut y avoir un manque, il y a deux façons de résoudre le problème. Le premier, c'est de diminuer la demande, et le second, c'est d'augmenter l'offre. Alors j'essaierai d'aborder les deux points. Mais ce n'est pas suffisant de faire ça quand on parle d'énergie. Si on veut ne pas dire de bêtises, si on veut réfléchir assez sainement, il faut aussi qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de l'énergie? Quel est l'usage final? L'usage final, en gros, on peut le mettre en trois termes. On veut de la chaleur pour se chauffer. Chaleur au sens large, ça veut dire aussi du froid, climatisation, des échanges thermiques d'une façon générale. On veut... Donc la chaleur, c'est pour se chauffer, c'est pour chauffer l'eau de la douche, c'est pour chauffer l'eau de la machine à laver, c'est pour chauffer les aliments qu'on cuit. Et puis il y a de l'éclairage, et ce qui tourne autour de l'éclairage, donc les écrans de télé, les ordinateurs, les choses comme ça. Et enfin, il y a l'énergie mécanique. L'énergie mécanique du moteur de la machine à laver, l'énergie mécanique de l'aspirateur, le moteur de l'aspirateur, l'énergie mécanique de la voiture. Alors on part des énergies primaires qui sont non renouvelables ou renouvelables, les énergies qui sont là-haut. On arrive aux énergies utiles à la fin, et on passe par ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Les vecteurs énergétiques, c'est ce qui se transporte, c'est l'énergie qui se transporte et qu'on paye. Alors la chaleur, c'est un vecteur d'énergie, un vecteur énergétique. C'est aussi une énergie finale, donc. C'est aussi un vecteur énergétique. L'électricité, ça n'est qu'un vecteur énergétique. Ce n'est pas une énergie primaire, ce n'est pas une énergie finale, c'est un moyen de faire quelque chose. C'est un vecteur énergétique. Très commode, l'électricité. Les produits pétroliers, eh ben, c'est un peu tout. C'est à la fois, enfin, on s'en sert à la fin dans la voiture, mais on s'en sert aussi comme moyen de transport, puis ça se transporte, les produits pétroliers. C'est un vecteur énergétique, ça se transporte. La biomasse, c'est un vecteur énergétique. L'énergie primaire, c'est le soleil. L'énergie finale, ce sera la chaleur dans la maison ou la voiture qui avance avec le bioéthanol. Et au milieu, il y a la biomasse qui est le vecteur énergétique. Puis j'en ai rajouté un en vert, c'est l'hydrogène, dont on peut espérer que ce sera un vecteur énergétique du futur. Ça ne l'est pas encore. L'hydrogène est un vecteur énergétique et non une source d'énergie. On entend souvent sur les médias ou ailleurs le fait que l'hydrogène sera une énergie du futur. Non. L'hydrogène, on ne trouve pas l'hydrogène à l'état libre dans la nature. On trouve l'hydrogène dans l'eau. On extrait l'hydrogène de l'eau avec de l'énergie. Il faut donc de l'énergie primaire pour extraire l'hydrogène de l'eau. Et on récupère l'énergie de l'hydrogène en refaisant de l'eau. Donc on a fait un cycle. Donc il faut une énergie primaire. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un moyen de transporter l'énergie, un vecteur énergétique. Alors, quand on a donc des usages à la fin, on a l'énergie primaire au départ, on a intérêt à choisir le chemin le plus intelligent, on a intérêt à choisir le chemin le plus intelligent pour ne pas gaspiller. Le mot qu'on utilise souvent par rapport à ça, c'est le mot d'efficacité énergétique. Efficace, être efficace. Donc dépenser le moins d'énergie possible pour un usage final donné. Et alors donc il faut qu'on se pose un petit peu ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? J'en parlerai un petit peu. Il faut optimiser. Il faut qu'on optimise notre façon de consommer l'énergie. Aujourd'hui on ne le fait pas, clairement. Enfin, dernier élément que je voudrais discuter un peu avec vous, c'est les questions d'environnement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a autour de l'énergie les grandes questions d'environnement, bien sûr. Premier élément, la balance entre la demande et l'offre. Et premier élément de cet élément, c'est peut-on réduire la demande? Pour ça, le mieux, c'est de regarder qu'est-ce qu'on demande, comment on consomme. Donc, peut-on consommer moins? Et du coup, qu'est-ce qu'on consomme? Comment on consomme aujourd'hui? La photographie de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, un exemple, la France. On est en France. En France, l'énergie finale qu'on consomme, c'est d'abord dans les habitations, dans les bâtiments, ce que j'appelle ici le résidentiel ou le tertiaire. Ça, c'est le premier poste. Et dans ce poste, le plus important, c'est le chauffage. 2/3 de ça. Là, c'est des pourcents que vous avez de la consommation finale. Vous voyez qu'on a en gros 40% d'énergie dépensée dans les bâtiments. Et là-dedans, il y en a les 2/3 qui sont du chauffage. Donc, c'est le premier poste. Deuxième poste, les transports. Troisième poste, l'industrie. Quatrième poste, l'agriculture. Ça, c'est en France. C'est pas très différent dans les autres pays qui sont développés. Une autre donnée importante, c'est l'évolution. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie primaire qui sert à faire cette énergie finale, on a augmenté de 53% depuis 30 ans. Donc l'énergie primaire a augmenté de 53%. Le résidentiel qui est là, donc les habitations, les bâtiments, plus 21%. Les transports ont explosé, ça a doublé, bien que les constructeurs de véhicules aient amélioré le rendement des véhicules.
L'industrie, ça a baissé. Ça a baissé parce que les industriels ont déjà fait le ménage. Ça a baissé aussi à cause des délocalisations. Mais vous voyez que ce qui a explosé, c'est donc le résidentiel et surtout les transports. Alors, compte tenu de ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir? Peut-on réduire la consommation totale? Au niveau du monde, la réponse est clairement non, au niveau du monde. On n'a qu'à regarder ce tableau qui est là. On ne va pas tout regarder dans le tableau, mais regardons seulement la dernière colonne. La dernière colonne, c'est la consommation par habitant, par an et par habitant, dans une unité qui est la tonne équivalent pétrole. C'est l'unité généralement utilisée. Ce qui montre d'ailleurs l'importance du pétrole dans le monde. Tonne équivalent pétrole, on exprime tout en cette unité-là, au niveau mondial. Alors on voit qu'au niveau du monde, chaque habitant consomme 1,7 tonnes équivalent pétrole par an. En France, on est riche, on est développé, alors on consomme plus. L'Europe, vous voyez, c'est à peu près pareil. Le Japon, c'est à peu près pareil. Les Américains, ils gaspillent encore plus que nous. Et puis là, il y a deux pays, la Chine, 1, l'Inde, 0,5, plus d'1 milliard d'habitants dans ces pays-là, et ils s'éveillent. Donc c'est clair que ça va monter, c'est évident. Donc la consommation mondiale va monter. On peut dire, d'accord, ok, au niveau du monde c'est comme ça, au niveau de la France, est-ce qu'on ne peut pas quand même, on entend parler de décroissance au niveau de la France, est-ce qu'on peut être plus malin et moins consommer? L'objectif de l'Europe, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, l'objectif de l'Europe c'est moins 20% d'électricité avant 2020. On va voir. Alors, la France en facteur 2, on dit, si on faisait vraiment tout optimiser, on pourrait gagner un facteur 2. Très bien, on va regarder. Quel est le premier poste? Chauffage. Chauffage et climatisation, je vous ai dit, c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner? Il faut isoler de façon optimale les habitations pour diminuer les frais de chauffage. Et là, j'ai mis en rouge les problèmes. Le problème, c'est que ce sera long. Parce que l'habitat en France, il est renouvelé de 1% par an. Donc si on veut isoler toutes les maisons déjà construites, et bien sûr isoler bien les maisons qui sont en construction, il faut une sacrée volonté. Il va falloir une politique très volontariste. C'est pas si facile que ça. Ensuite, j'ai mis en rouge aussi un truc en dessous, c'est la climatisation. La climatisation consomme autant que le chauffage. Or, qu'est-ce qu'on entend partout? Mettez la clim. La pub, c'est ça, partout. Quels sont les Français qui se rendent compte, quel est le pourcentage de Français qui savent que la clim consomme autant que le chauffage? Très peu. Il n'y a plus une voiture sans clim aujourd'hui. On ne va pas dans le bon sens là en faisant ça, c'est clair. Donc on voit bien que entre les vœux pieux et puis la réalité, il y a une grande différence. Et si on veut baisser la consommation, il va falloir isoler nos habitations, faire des choses intelligentes pour les isoler, pour les protéger l'été du chauffage, de la chaleur avec de la végétation par exemple, plutôt que de mettre la clim. Il faut un petit peu réfléchir et optimiser. On en vient à cette notion d'optimisation. Et bien sûr, je le dirai plus loin, utiliser au maximum l'énergie solaire, qui est un bon moyen de chauffer les habitations partiellement. Bien, donc la clim, c'est un problème, c'est en rouge. Dans les maisons, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le chauffage quand même, il y a aussi tous les appareils ménagers, la lumière. Et là, il n'y a pas beaucoup de rouge, parce que les lampes basse consommation, ça passe dans les mœurs. L'optimisation des appareillages, les classes d'appareils, les classes A, les classes A+, ça passe dans les mœurs, on trouve ça dans tous les magasins. Ça, c'est bien, ça va dans le bon sens. Non, parce que j'ai mis du rouge quand même. J'ai mis dans rouge ne pas gaspiller. Parce que regardez autour de vous le nombre de lampes allumées pour rien. Partout où vous travaillez, partout, même chez vous, regardez un peu, regardez un peu. Et n'oubliez pas, une lampe de 60 watts allumée pour rien par Français. C'est 3 réacteurs nucléaires qui tournent pour ça, sur 58. Ben donc il faut qu'on change. Il faut changer nos habitudes. Il faut qu'on veuille changer. Continuons, les transports, c'était le deuxième poste. Alors là, il y a beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge pour les transports. Les transports, c'est quoi? C'est les marchandises et les hommes. Les marchandises, ben aujourd'hui, c'est aberrant. Les camions, c'est aberrant. Un yaourt qui fait 10 000 km avant qu'on le mange, c'est aberrant. Développer le ferroutage, j'ai mis en rouge ferroutage, pas parce que je suis contre, bien sûr. Il faut le développer plus que ce qu'on a fait, le ferroutage. C'est évident. On le développe un peu. Il y a une voie nord-sud qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, là, qui traverse la France, mais vraiment, c'est bien trop peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. On est très loin de ce qu'il faudrait faire. Et puis, si on passe au niveau des habitants, des citoyens, on dépense de l'énergie pour... et c'est ça la consommation de transport principale, c'est nous. On dépense de l'énergie pour le transport, pourquoi faire? Pour aller travailler et pour aller en vacances. Pour aller travailler, pourquoi? Parce qu'on habite loin de l'endroit où on travaille. Pourquoi? Parce qu'on a vu habiter à la campagne, et c'est bien normal. C'est très bien d'habiter à la campagne. Mais l'habitat dispersé, c'est un problème du point de vue énergétique, parce que les villes ne sont pas la campagne. Donc, il faut prendre le transport pour aller travailler.
Et les transports en commun ne peuvent pas tout faire parce que de banlieue à banlieue, c'est compliqué. C'est très compliqué quand vous regardez bien ce problème-là. Très compliqué. Et donc, on ne va pas le résoudre d'un coup de problème magique, de baguette magique. Je n'ai pas de solution. Je pose un problème, c'est tout. Je dis simplement que quand on dit il n'y a qu'à diminuer la consommation d'énergie, eh ben on se heurte à ça. Et les vacances lointaines, vous avez regardé autour de vous, là, les gens qui l'hiver maintenant partent au sud, dans l'hémisphère sud pour avoir du soleil. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup quand vous regardez autour de vous. Et je ne critique pas ça, je constate qu'on ne dise pas qu'on va baisser la consommation énergétique des transports quand on est en train de changer comme ça les modes de vie. Donc il y a un problème. Donc on ne va pas baisser la consommation énergétique en France. Ou alors, si on voulait changer, il faudrait vraiment un changement profond de mentalité, et ne voit-on pas souvent l'inverse, comme je viens de vous le dire, et un changement dans les structures de l'habitat, ce qui est très compliqué à faire. Donc voilà la situation, et ça veut dire que je ne crois pas qu'on baissera la consommation énergétique en France. Et on la montera dans le monde. On la montera d'un facteur 2 probablement dans le monde d'ici 2050. C'est ça les chiffres les plus raisonnables. Alors du coup, il faut produire. Bilan offre-demande. La demande, je vous ai dit, elle ne va pas baisser, donc l'offre, il faut qu'elle monte. Alors l'offre, c'est quoi l'offre? Aujourd'hui, l'offre, c'est celle-là. Le bilan aujourd'hui, énergie non renouvelable, le panier, énergie renouvelable qui coule au robinet, eh bien, c'est 90% de non renouvelables et 10% de renouvelables. Que ce soit dans le monde, en Europe ou en France, c'est pareil à peu près. Comment se répartissent les énergies non renouvelables qui sont les plus abondantes, donc pour le moment, entre les différentes façons de faire du non renouvelable? Ben voilà, il y a le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire. Pour le monde, l'Union européenne, la France, on voit que le pétrole domine partout. Ça, c'est l'énergie primaire consommée. On voit qu'il y a des points différents. La France a une part du nucléaire très grande, 35% de nucléaire, d'énergie primaire nucléaire en France, alors qu'en moyenne dans le monde, c'est 7%. On voit qu'en contrepartie, la France consomme moins de charbon et la France consomme également moins de gaz. C'est une photo de la situation actuelle. Alors la même chose sous forme de tableau, et on va arriver aux réserves correspondantes. Alors vous trouvez la même chose là que ce que je viens de vous dire. Le pétrole qui domine, en gros 40%, la France qui consomme plus de nucléaire que les autres et qui consomme moins de charbon que les autres. Et puis là, vous voyez, j'ai mis deux colonnes. Là, j'ai mis le nucléaire fission, c'est le nucléaire actuel, avec de l'uranium comme combustible. Et puis j'ai mis le nucléaire fusion qui ne marche pas. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ça. C'est parce que ça ne marche pas, mais ce serait bien si ça marchait. Le nucléaire fusion, c'est le programme ITER, dont vous avez entendu parler l'an dernier, qui a démarré en France pour les années qui viennent. Total, donc 90% en gros, de non renouvelables. Et là, la question, c'est, il y en a pour combien de temps, à ce rythme-là? Alors, on peut être optimiste ou pessimiste, donc je vous donne deux chiffres, c'est un nombre d'années avec la consommation actuelle. Or, cette consommation va doubler, comme je vous l'ai dit. Donc, les chiffres qui sont là sont favorables. Deux chiffres qui sont les nombres d'années correspondant aux réserves prouvées et au nombre d'années correspondant aux réserves ultimes. Prouvé, c'est ce qu'on sait, ce qu'il y a dans les puits. Ultime, c'est ce qu'on imagine de trouver compte tenu de la connaissance géologique qu'on a de la Terre, qui est bonne. Alors voilà ce que ça donne. C'est donc des années. On voit que, et donc je vous rappelle qu'il faut diviser par 2 si on double la consommation. Donc on aura des sérieux problèmes pour le pétrole dans les dizaines d'années qui viennent, c'est évident. Le gaz également, beaucoup moins pour le charbon. Le charbon, on a des répits. L'uranium, on a des problèmes aussi. Sauf si, vous voyez qu'il y a deux chiffres là. Parce que ça, c'est les réacteurs actuels. Et ça, ce seraient les réacteurs dits de génération 4 qui utilisent des neutrons rapides. C'est les réacteurs du style Superphénix qui a été fermé, comme vous le savez. Donc voilà la situation. Et puis, vous voyez pourquoi j'ai mis la fusion. C'est parce que si ça marchait, mais ça ne marche pas. Donc il faut essayer de les faire marcher. Si ça marchait, les réserves seraient infinies, puisque le combustible est le deutérium qui est dans l'eau de mer. Donc il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà la situation donc, pour les énergies non renouvelables. Alors maintenant, même chose pour les énergies renouvelables qui font les 10% qui manquent là, ici. Les énergies non renouvelables, donc on va voir les ressources correspondantes. D'abord, quelles sont-elles? C'est l'hydraulique, la biomasse, l'éolien, le solaire, le géothermique et les marées. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Ça, c'est le bilan actuel, les pourcentages actuels. On voit que aussi bien dans le monde qu'en Europe qu'en France, les 10% qui manquent là, c'est essentiellement réparti entre l'hydraulique et la biomasse, et que le reste contribue très très peu. Très très peu. Alors est-ce que ça contribue très très peu parce que c'est difficile, ou est-ce que ça contribue très très peu parce qu'on est mauvais? Mais il faut qu'on regarde. Qu'est-ce qui coule au robinet?
Alors ce qui coule au robinet, il faut le comparer à ce dont on a besoin. La consommation actuelle d'énergie dans le monde, c'est 10 milliards, un peu plus, de 10 milliards de tonnes équivalent pétrole. Si on double, donc d'ici 2050, 20 milliards de tonnes équivalent pétrole. Qu'est-ce qui coule au robinet par rapport à ça? Ben voilà ce qui coule au robinet pour les différentes énergies renouvelables. Vous voyez qu'il coule 0,9 milliards de tonnes, ça c'est des milliards, donc gigatep de tonnes équivalent pétrole. Donc il coule 10% de ce dont on a besoin aujourd'hui, 5% de ce dont on aura besoin dans 40 ans. La biomasse 2, l'éolien 8, le solaire il y en a plein, par an il y a ça. Le géothermique ça. Alors quand on voit ça, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire il y en a quand même énormément des énergies renouvelables. Donc tout va bien. On va donc pouvoir facilement remplacer le pétrole qui va disparaître par les énergies renouvelables. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Et on va regarder ça en regardant au niveau de la France. Au niveau de la France, voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qu'on peut faire au mieux au niveau de la France. Au niveau de la France, le potentiel d'hydraulique, c'est 6%, alors que là tout de suite on a 5%. Et encore ces chiffres-là, vous voyez, il y a des astérix parce que ça a été corrigé pour le rendement. Parce que l'hydraulique a un très bon rendement, les centrales thermiques ont au contraire un très mauvais rendement, et à cause de ça, en fait, j'ai corrigé pour les rendements. Donc les chiffres bruts sont plus petits que ça. Vous voyez qu'on est quasiment, ça veut dire en France, l'hydraulique c'est fait. On fera guère mieux que ce qu'on a fait. La biomasse, le plus qu'on peut faire, c'est 12% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Si on consacre le quart de la surface de la France à la biomasse, il faut quand même manger. Et puis il y a des montagnes sur lesquelles on ne peut pas cultiver. Et puis il y a quand même des villes. Et puis donc voilà, donc c'est un max. Donc 12%. L'éolien, 12% de la consommation d'énergie, 28% de l'électricité, en prenant tout, sur terre et en mer. Et ça, c'est 35 000 très grosses éoliennes, 2 MW nominales. 35 000 éoliennes, comme ça. C'est le max. Max du max. Qu'on n'atteindra sûrement jamais. Le solaire, on pourrait tout faire. On peut faire 100%, mais il faut couvrir 4% de la France de capteurs. 20 000 km². Et là, quand on regarde ça, ce que ça signifie, c'est affolant. On voit bien que c'est quelque chose de pas réaliste. Le géothermique, c'est que 2,5% si on prend toute la surface de la France. Toute l'énergie qui est sous le sol. Et qu'on ne veut pas refroidir la croûte terrestre. Si on veut la refroidir, on peut tirer plus. Mais si on veut la refroidir, c'est ça. Si on ne veut pas la refroidir, c'est ça. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, en définitive. Et quelle est la conclusion de ça? La conclusion, c'est que, d'abord, il faut tout faire en parallèle. Pour faire, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on fera quelque chose de mieux que si on prend que l'une des solutions. Il faut mettre en œuvre toutes les solutions les unes à côté des autres. Deux, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui sera le plus abondant, c'est du côté des énergies non renouvelables, le charbon, qui va donc sûrement être exploité. Sûrement. Les Chinois sont en train de faire ça, vous le savez bien, les Indiens aussi. C'est sûr. Le nucléaire, si on change de technologie, donc si on passe au chiffre vert ici, et puis la fusion, si ça marche. Bon, et puis en bas, le soleil, qui est vraiment très abondant. Il faut quand même essayer d'utiliser ce soleil qui est très abondant. Alors, on verra un petit peu tout à l'heure ce que ça donne ça. C'est tout ce que je dirais pour les questions de balance entre l'offre et la demande. Le point sur comment optimiser. Là, je vais vous donner simplement quelques petits points sur quelques éléments, des données, pour éviter de dire des bêtises sur ce sujet-là. Parce qu'il y a des contraintes, là encore. Alors, c'est quoi les contraintes? Les contraintes, c'est surtout la question des rendements. Quand on manipule de l'énergie, on transforme en fait de l'énergie. Et toute transformation se fait avec des rendements. Et en particulier les rendements chaleur vers mouvement, travail, il y a le principe de Carnot qui fait mal et qui met des rendements qui sont souvent pas bons. Alors, exemple de ça, l'exemple le plus net, c'est le rendement des centrales nucléaires. Le rendement des centrales nucléaires, c'est 33%. Ça veut dire que lorsqu'EDF vous fournit 1 kWh, il a mis à la poubelle, dans la rivière, 2 kWh. Dans la rivière ou dans les tours de refroidissement ou dans la mer. Donc quand on utilise l'électricité pour se chauffer, quand on met 1 kWh de chauffage dans sa maison, EDF a mis 2 kWh de chauffage dans la poubelle. C'est quand même un peu bête. Conclusion. La conclusion, c'est que l'électricité n'est pas une bonne énergie pour assurer la totalité d'un chauffage. C'est pas optimisé. C'est tout. Donc il faut essayer de faire autre chose, quitte à compléter par l'électricité. Mais il faut essayer de faire autre chose que l'électricité. Deuxième problème de rendement, le photovoltaïque. Le rendement d'un capteur photovoltaïque, c'est 15 à 20%. Photovoltaïque, c'est transformer l'énergie solaire en électricité. Le rendement, c'est 15 à 20%. Et alors, en plus, souvent, les chiffres qu'on donne sont des chiffres un peu tronqués. Parce que une puissance, ce qu'on dit souvent, c'est la puissance solaire, c'est 1 kW par mètre carré. 1 kW par mètre carré, c'est la puissance solaire à midi l'été. Ah mais c'est pas toujours midi, c'est pas toujours l'été.
Donc à cause de ça, il y a une perte d'un facteur 5 en moyenne. Et puis on repère un facteur 5 parce qu'il y a le rendement des capteurs photovoltaïques. Donc au total, on perd un facteur 25. Il faut tenir ça en compte si on ne veut pas dire des bêtises. Troisième point, alors par rapport au photovoltaïque, l'intermittence, qui fait justement que ce n'est pas toujours midi et l'été, c'est un problème sérieux. Ce sera un problème majeur pour le solaire photovoltaïque tant qu'on ne saura pas stocker l'électricité, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, de façon efficace. C'est un verrou technologique majeur. Ça changerait beaucoup si ce verrou est élevé. Il n'est pas élevé. La biomasse. La biomasse, c'est pareil, il y a des rendements. Parce que c'est bien beau de mettre du bioéthanol dans sa voiture, mais il faut se poser la question de l'énergie qu'on a dû dépenser pour faire le bioéthanol. Parce qu'il faut labourer le champ, il faut semer la plante, il faut récolter la plante, il faut traiter la plante. C'est quoi le bilan? Ben voilà le bilan. Je vous donne un peu le bilan. Le bioéthanol, on peut le faire en France à partir de la betterave ou à partir du blé. Alors vous voyez, éthanol à partir de la betterave ou à partir du blé. Alors les chiffres qui sont là, c'est, eh bien, si je dépense 1 kWh pour tripoter ma plante, combien j'en tire après l'énergie de la plante? Eh bien, la betterave, je tire 1,2, plus les dérivés, parce que les dérivés, c'est les dérivés solides qui restent, avec lesquels on peut nourrir des animaux. Mais donc, en dépensant 1, j'obtiens 1,2 ici. En dépensant 1, j'obtiens ici 1,02. Donc rien, le blé, acheté, c'est pas la peine. C'est très mauvais de prendre du blé pour faire du bioéthanol. La betterave, oui, mais pas terrible, hein. Il n'y a que 1,2 pour 1. C'est mieux pour le colza, biodiesel, 2,7, et pour le tournesol, 3,6. Mais si maintenant on regarde les surfaces qu'il faut pour faire ce dont on a besoin en France, pour faire rouler les voitures qui roulent aujourd'hui, eh bien il faut 400% des surfaces cultivées si on veut faire de la betterave. Vous voyez que bon, le blé, c'est pas la peine. Hein, il faut 400% en gros de la surface cultivée en France, toute la surface cultivée. Alors il faut manger quand même. Donc il faut quand même garder de la surface pour faire pousser des salades. Donc en gros, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, et bon, on ne dépassera pas 10%, ou allez, au maximum 15% de biocarburant par rapport aux besoins. On ne peut pas faire plus, il n'y a pas assez de surface. Donc on a cette limitation-là à cause des rendements. Le rendement de l'éolien, c'est 20 à 25%. Parce qu'une éolienne fonctionne à sa puissance nominale, celle qu'on annonce, quand le vent est force 7. Mais il n'y a pas toujours un vent force 7. Donc, à cause de ça, la puissance réelle, c'est 20% de ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut 4000 éoliennes d'un mégawatt nominal pour remplacer un seul réacteur nucléaire. 4000 éoliennes. Et c'est la raison pour laquelle les Allemands qui ont fait un effort énorme ne font que 7% de leur électricité avec l'éolien. 2% de leur énergie totale avec l'éolien. Ils ont fait un effort énorme. Et ça, la conclusion, c'est que l'éolien ne fera jamais tout. C'est pas possible. Voilà les limitations qui sont dues essentiellement donc, à des problèmes de rendement. Troisième élément, des données pour l'environnement. Alors l'environnement, les maîtres mots, c'est quoi? C'est pollution, déchets, effet de serre. Pollution, ce qu'on disperse, pot d'échappement de la voiture. Les déchets, c'est ce qu'on met dans la poubelle, puis il faut les gérer. Et l'effet de serre, le fait qu'on a le réchauffement climatique, comme vous le savez. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc il faut distinguer pollution-déchets. Il faut réduire la pollution. C'est le problème majeur pour le charbon. L'effet de serre aussi, d'ailleurs, pour le charbon. Le charbon, il y en a beaucoup. On va l'utiliser, je vous ai dit. Ben oui, mais là, il y a ce problème-là. Il va falloir gérer ça, c'est clair. On ne peut pas se priver de gérer ce problème. Les déchets, il faut gérer les déchets, en particulier nucléaires, mais aussi les autres d'ailleurs. Alors ça veut dire qu'il faut en produire moins, il faut trouver les moyens d'en produire moins, ou être capable de les détruire. On parle de transmuter pour le nucléaire, transmuter les plus dangereux. Et ça, c'est l'objectif de ce qu'on appelle génération 4 dans le domaine du nucléaire. Il faut gérer l'effet de serre. Alors l'effet de serre, vous savez que c'est tout ce qui brûle qui contribue, donc le pétrole, le gaz, le charbon. J'ai mis par la biomasse, en fait elle contribue aussi la biomasse, puisqu'il y a qu'un rendement, il y a un rendement à tenir en compte pour la biomasse, donc elle contribue moins, disons. Elle contribue avec une diminution d'effet de serre par rapport au gaz, par exemple de l'ordre de 30 à 40%. Tout ce qui brûle contribue. Et je pense vraiment qu'il est grave de faire comme si ce n'était pas grave. Quand j'ai fait ce transparent, je n'avais pas mis le mot grave, j'avais mis les scandaleux de faire comme si ce n'était pas grave. Il est même criminel de faire comme si ce n'était pas grave. Et je dis ça pour messieurs Bush, Allègre et Mironov, par exemple.
qui sont soit incompétents, soit de mauvaise foi, soit bêtes. Parce qu'ils n'ont qu'à regarder ce qu'on sait quand même. Voilà ce qu'on sait. On sait la température moyenne de l'hémisphère nord depuis 1000 ans. Alors bien sûr que oui, il y a des fluctuations de la température. Oui, bien sûr qu'il y a des fluctuations. Depuis 1000 ans, 1000, 2000. Et il n'y a pas les poids après l'an 2000 encore, qui sont bien plus catastrophiques que cela. Et ça, c'est pas une fluctuation, ça, là. Je pense que même Bush peut comprendre ça quand même. Et non, il y en a qui disent non. J'ai même vu donc Mironov qui a dit qu'il y avait un refroidissement climatique, parce qu'il faut bien vendre le gaz et le pétrole russe. Voilà le scandale dans lequel on est aujourd'hui. C'est un scandale, ça. Donc je le dénonce. La conséquence, si on réfléchit et qu'on veut optimiser, c'est qu'il va falloir modifier profondément les transports, parce que toutes nos voitures font de l'effet de serre. Il va falloir modifier profondément beaucoup de production électrique, la majorité des productions électriques du monde, parce qu'elles utilisent du charbon. Et comment faudra faire? Il faudra séquestrer le CO2. Il faut apprendre à séquestrer le CO2. Et il faut que les voitures marchent avec autre chose que des produits pétroliers. Ça tombe bien, il n'y aura plus de pétrole. Donc ce sera l'électricité ou l'hydrogène. Il faut trouver ça, il faut y arriver. Pour terminer, mon dernier transparent, c'est un transparent dans lequel je passe en revue les sources d'énergie. On pourrait s'en réserver tout à l'heure si vous le voulez, dans la discussion. Vous voyez, pour chaque source, je vais vous donner la contribution, je vous l'ai donné tout à l'heure, la contribution actuelle, et puis l'évolution qu'on peut imaginer. Les avantages, les inconvénients, les verrous technologiques, qu'est-ce qu'on peut faire comme progrès, et du coup l'usage qu'il faut choisir pour que ce soit optimisé. Le pétrole, on part de 40%, vous l'avez vu. Ça va décroître, c'est sûr. Peut-être ça va encore croître un petit peu pendant quelques temps, mais pas beaucoup. L'avantage principal, c'est le coût actuel, c'est l'abondance actuelle, mais la limitation, c'est bien sûr l'épuisement, la pollution, l'effet de serre. L'effet de serre qui implique qu'on apprenne à séquestrer CO2, l'épuisement qui implique qu'on apprenne à mieux vider les puits, qui ne sont vidés aujourd'hui qu'à 35%. Et du point de vue de l'usage, à cause de la séquestration de CO2, ce sera forcément centralisé, production d'électricité ou d'hydrogène. Centralisé. C'est la même chose pour le gaz, qui va croître pendant un temps parce qu'il est plus abondant, puis décroître, qui est un peu moins embêtant parce qu'il pollue moins que le pétrole, donc je n'ai pas mis le mot pollution ici, mais pour lui aussi, il faudra apprendre à séquestrer CO2. Pareil pour le charbon. Le charbon, il faudra apprendre à séquestrer CO2, mais lui, il va croître. Ça peut être fort parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de charbon. Aujourd'hui, on part de 24%, 6% pour la France, et ça va croître. C'est sûr, c'est sûr. Les Chinois vont faire croître ça, les Indiens vont faire croître ça, c'est sûr. Et donc, il faut apprendre à séquestrer CO2, autrement on va à la catastrophe. Le nucléaire, ça peut être fort. On part de 7% en énergie primaire aujourd'hui, 34% pour la France. Ça peut être fort si on change de technologie. Les problèmes, c'est la sûreté et les déchets. Et il faut trouver des technologies qui gèrent ces questions-là, en particulier des déchets. Et c'est le cas si c'est l'objectif de génération 4 et de la fusion. Et là encore, tout ça, ce sera centralisé. C'est des centrales électriques ou de production d'hydrogène centralisées. Je passe aux énergies renouvelables. L'hydraulique va croître un peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment une valeur max, ça. C'est limité, l'hydraulique. Ça a un avantage extraordinaire, l'hydraulique, c'est que c'est la meilleure façon aujourd'hui de stocker l'énergie. On fait l'électricité quand on veut avec ça. C'est équivalent à un stockage d'électricité, l'hydraulique. EDF fonctionne avec ça aujourd'hui pour s'ajuster aux heures de pointe. C'est génial, l'hydraulique. Mais ça a quand même des inconvénients. Quelquefois, les barrages, ça casse. Il y a eu un accident en Inde en 1979, il y a eu mal passé en France en 50, je ne sais plus combien. Et puis, il y a des surfaces noyées. Mais c'est quand même bien. Pour faire de l'électricité, c'est quand même une méthode qui est quand même sympa. La biomasse, on a vu, elle était limitée. J'ai mis 15% ici, c'est vraiment un max. Et là, je vais vous faire sortir un inconvénient qui peut être majeur. C'est que ça, ces quantités-là, on peut les atteindre seulement si on fait des cultures intensives. Donc des problèmes d'engrais, des problèmes de pollution. Il faut quand même voir ça aussi. Même avec ça, on sera limité pour la biomasse. Et je ne parle pas des gens qui mettent de l'huile de vidange, de friture dans leur voiture ou dans leur chaudière. Ça, c'est des cochons, ceux-là. Ils polluent, ceux-là. Parce que la biomasse doit être propre si on ne veut pas polluer. L'éolien, ce sera limité, je vous l'ai dit aussi. On part de moins d'1% au niveau mondial. On peut monter à 6%, 20% de l'électricité. C'est vraiment une valeur max. Le problème, c'est l'intermittence. Et là, il y a un gros verrou technologique, je vous l'ai dit. Si on savait stocker l'électricité, ce serait quand même... si ce verrou est élevé, alors vraiment, ce serait un progrès déterminant. Mais ce verrou n'est pas élevé. Le solaire. Deux solaires très différents. Le solaire thermique, pour chauffer la maison, ou l'eau chaude de la salle de bain.
et puis le solaire photovoltaïque. Le thermique, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir une forte progression du thermique. On peut monter jusqu'à 15% de l'énergie totale consommée. C'est adapté au chauffage, ça c'est pour le chauffage. Il n'y a pas de verrou technologique. Il faudrait un complément. Oui, il faut peut-être l'électricité comme complément. Parce que le solaire thermique ne peut pas tout faire. Le solaire thermique, c'est aussi bien les panneaux sur le toit que la pompe à chaleur dans le jardin avec des tuyaux dans le jardin. Hein. Ça, c'est pas du géothermique, contrairement à ce qu'on dit. C'est du solaire, ça. Ça, c'est du solaire thermique. Il n'y a aucun problème technologique. Il faut mettre ça en priorité en France aujourd'hui. Je pense vraiment que la raison fait dire que c'est la priorité qu'on doit... C'est là qu'il faut mettre l'argent. Plus là que dans d'autres sources d'énergie renouvelable. Le solaire photovoltaïque, on peut théoriquement monter haut, mais j'ai mis entre parenthèses, parce qu'il y a un coût exorbitant. Plus d'un facteur 10 par rapport aux autres formes d'énergie. Il y a des déchets pour faire les capteurs actuels. Silicium. Il y a l'intermittence, pareil, le même verrou que celui d'en haut. Il faut lever ce verrou de stockage de l'énergie. Il faut lever le verrou de nouveaux matériaux pour faire des capteurs solaires photovoltaïques non silicium. Donc tant que ces verrous n'auront pas été levés, le photovoltaïque ne progressera pas beaucoup. Enfin, le géothermique, eh bien, c'est faible si c'est renouvelable. C'est pour le chauffage. Il y a des petits problèmes de corrosion. Ça sera adapté dans certaines régions, privilégié par rapport à d'autres. Bon, ça restera assez marginal. Voilà, j'en termine là et on pourra discuter tous ces points si vous le voulez tout à l'heure pendant la discussion. Quel enthousiasme et quelle force de conviction. Brahima Dakio, vous êtes globalement d'accord avec tout ça? Puis, bien d'accord avec ce qui a été dit. Et puis, en préparant nos interventions, il y a toute une partie que j'aurais abordée à peu près avec les mêmes termes que j'ai dû laisser de côté. Et donc, finalement, je vais essayer de faire quelque chose de complémentaire avec ce que M. Tamin vient de nous donner si brillamment comme indication sur le devenir des sources d'énergie renouvelables et aussi et surtout les sources d'énergie fossiles dont on sait que d'ici une quarantaine d'années, ça sera vraiment la fin. Donc ça, c'est une chose que nous avons partagée. Bon, il y a un certain nombre de détails dans la présentation que je ne partage pas, mais je pense qu'on est là pour en discuter. On pourra revenir dessus, notamment sur la manière d'appréhender les énergies renouvelables et leur apport dans le bouquet énergétique, puisqu'il a parlé du bouquet énergétique. Donc ce que je vais faire, moi, je vais essayer de vous présenter une offre d'énergie renouvelable et voir sur une filière qui a été présentée comme pas forcément la meilleure, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que cette filière est économiquement rentable et fait l'objet d'une croissance de par le monde, parce qu'il y a un paramètre qui a un tout petit peu manqué dans ce qui a été présenté sur le globe. Je pense que tous les pays du monde ne pourront pas se permettre les technologies du nucléaire. Ça, c'est déjà un problème. Et à partir de là, il est, je pense, honnête de dire aussi que les énergies renouvelables, quand on peut les utiliser à quelle que soit l'échelle, c'est une bonne chose de les utiliser. Et c'est vrai que c'est toujours un complément de la production de masse dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vais essayer de parler très clairement du développement des énergies renouvelables en Europe en présentant des tableaux succincts. Et je vais m'attarder sur le cas de l'éolien qui permettra un peu de voir comment une énergie, lorsqu'elle est politiquement soutenue, lorsqu'elle est économiquement viable, peut permettre de créer une activité humaine qui est aussi importante, donc créer des emplois, créer des environnements et aussi même créer des attitudes et des comportements qui sont vertueux. Donc je vais essayer de présenter cette affaire vue sous cet angle-là. Donc dans la structuration de l'exposé, alors qui a été un peu modifiée compte tenu du temps qu'on avait, donc du coup je vais essayer de vous présenter d'abord le développement, le couple énergie et développement, ce qui va être à peu près dans les mêmes termes, les filières d'énergie renouvelable. Alors là je parle de filières et non les sources d'énergie. Dans l'idée de filière, il faut voir un peu un mot un peu trivial, c'est du business, un peu. Donc je vais parler de l'énergie éolienne.
dans le monde, en Europe et en France. Et puis quelques données économiques pour situer l'activité qui gravite autour de cette énergie particulière. Donc quand on parle du binôme développement et environnement, donc on a vu, et ça a été dit, donc je ne m'attarde pas dessus, le processus d'industrialisation s'est traduit par une consommation, je vais dire, effrénée des matières premières qui nous sont offertes par le globe terrestre et plus encore des combustibles fossiles et même nucléaires. Donc ça c'est un fait, hein, ça a été rappelé tout à l'heure. Donc l'énergie, nous avons besoin d'énergie et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en passer, il ne faut pas espérer qu'un jour on se passe d'énergie parce que depuis la nuit des temps, on a toujours eu besoin d'énergie et on en aura toujours besoin puisque c'est une condition pour nous d'exister sur la surface du globe. Alors, les formes usuelles pour nos activités, donc il y a l'énergie photonique ou de rayonnement, il y a l'énergie mécanique, il y a l'énergie thermique, l'énergie chimique, hein, ça existe. Alors j'ai mis énergie électrique, effectivement, en bleu ici, pour bien noter que si on parle d'énergie électrique, c'est en effet un vecteur, en vérité, puisque la forme primaire vous permettra ensuite de créer de l'électricité qui est d'un emploi plus facile ou plus adapté à l'usage que l'on veut faire. Mais en vérité, tout en étant un vecteur, l'énergie à un moment donné se trouve sous une forme électrique. Donc on peut parler d'énergie électrique également. Donc par extension, effectivement. Donc à partir de ce moment, les énergies renouvelables, globalement, qu'est-ce que c'est pour nous, hein? Ce sont en fait toutes les énergies qui sont inépuisables à notre échelle, hein, et qui nous viennent directement du Soleil. Je fais fi de la géothermie de profondeur, hein, ici, qui peut venir également du centre de la Terre, du noyau de la Terre. Donc cette énergie nous arrive soit sous forme de lumière et de chaleur, soit par l'intermédiaire des énergies offertes par les cycles renouvelés, hein, qui sont l'eau, hein, le vent ou la biomasse végétale, puisque c'est le soleil qui va activer qui va créer par la photosynthèse, hein, la biomasse végétale qui pourra être utilisée ensuite. Donc, en vérité, lorsque on a ces énergies, je passe très rapidement, ce qui est important, c'est comment on va transformer cette énergie incidente du soleil en une énergie qui est disponible pour nos activités. Donc c'est là où on va avoir toute une phase de traitement, toute une phase de conditionnement qui va partir avec, je dirais, des moyens technologiques plus ou moins sophistiqués et on pourra à un moment donné avoir une énergie qui est disponible pour notre activité. Alors, ça c'est un problème. On peut prendre des principes globaux de transformation de ces énergies. On a des rendements qui peuvent être calculés, on a des maximums, hein, des maxima si on veut, et à un moment donné, comment fait-on pour s'approcher le plus possible de ces maxima? Donc il y a, j'ai le maximum possible par principe, et comment je fais pour m'approcher le plus de ce maximum? Donc il y a une phase de traitement qui mérite une forte attention parce que comme cette énergie à l'origine est très chère, tout moyen qui contribuera à la préserver de la dégradation sera le bienvenu. En tout cas, on peut chiffrer l'apport sur la chaîne énergétique. Donc, en vérité, c'est tout ce processus qui part de l'énergie sous sa forme première à l'usage qui va créer un contexte technico-économique et qui sera classé sous le label de filière énergétique. Et à ce niveau-là, on peut dénombrer aujourd'hui 5 filières d'énergie renouvelable qui sont aujourd'hui exploitées depuis bien longtemps. L'hydroélectricité, la biomasse, le solaire, soit thermique ou photovoltaïque, l'éolien et la géothermie qui sont aujourd'hui assez, pour certains assez mûrs, d'autres qui sont en devenir, mais dans un avenir relativement proche, on peut espérer les utiliser à grande échelle. Donc ces énergies ne dépendent ni du nucléaire, ni des énergies fossiles. Donc ça, c'est leur avantage. Donc il n'y a pas de déchets radioactifs liés, il n'y a pas également de production de gaz à effet de serre, enfin, ou très peu. On peut toujours en trouver. Donc ce sont ces formes-là qui sont évoquées comme alternatives durables aux énergies fossiles. Alors moi, quand je parle d'énergie, et je parle d'énergie alternative, je préfère
essayer de maintenir déjà aux énergies fossiles. Parce que bon, l'effet immédiat qui est l'effet de serre, quand même, si on peut réduire en utilisant les énergies renouvelables, c'est déjà une bonne chose à faire. Donc la politique des petits moyens en énergie renouvelable, c'est très important parce que ça fait des grands effets. Donc si on prend ces filières, en fait, qu'est-ce qui va déterminer l'utilisation ou la viabilité économique des filières énergétiques? Bon, c'est tout simplement les coûts de production de l'énergie. Et dans ces coûts de production, en fait, il y a un facteur important qui est le taux d'utilisation des équipements, puisqu'on va investir dans les équipements. Et ça, c'est un peu compromis ou contrarié par des intermittences qui sont propres des énergies renouvelables. Il y a des caractéristiques techniques des matériels qui vont être utilisés, puissance, rendement, disponibilité, les investissements de l'installation, qui peuvent avoir des coûts relativement élevés, des charges fixes et tout ce qu'on connaît en ingénierie en règle générale. Il y a toute une partie technologique qui va impacter le coût de production. Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter. Donc les prévisions de coûts que l'on a sur ces énergies aujourd'hui sont rappelées ici. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que on verra un peu plus tard que ces coûts, lorsqu'on va traiter du prix de revient de l'énergie, il va falloir inclure des aides qui sont quelque part indispensables, puisque on peut constater que les énergies fossiles ont eu la croissance et l'importance que l'on constate aujourd'hui, parce que ce sont des énergies qui ont été initialement trouvées, je dirais, presque gratuitement. Or, normalement, ça n'avait aucun intérêt à être gratuit. Donc, il y a quand même un facteur je dirais, il y a un biais qui est rentré dans l'appréciation que l'on peut faire de l'impact de ces énergies aujourd'hui, puisque le pétrole a été relativement bon marché jusqu'à aujourd'hui. Alors que, bon, on n'avait pas conscience de tout ce que ça pouvait apporter. Par contre, on savait les bienfaits que ça apportait, ou en tout cas l'illusion de progrès que l'on peut avoir dans certains domaines. On a utilisé et on a abusé des énergies fossiles. On aurait pu, dès le départ, se rendre compte, mais on n'avait pas les moyens technologiques peut-être, se rendre compte que cette énergie avait des conséquences. Et à l'origine, on aurait pu taxer le pétrole pour se prémunir des effets que nous constatons aujourd'hui. Donc il y a tout un cheminement qui est lié au simple fait que le pétrole a été relativement bon marché au départ. Donc certaines formes d'énergie sont aujourd'hui compétitives, enfin les filières, je les ai classées ici. Il y a des filières qui sont encore en recherche de maturité, parce que bon, le coût de revient est un peu élevé. Et puis il y a des filières effectivement qui restent encore très problématiques, parce qu'on n'a pas su lever encore des verrous technologiques en ce qui les concerne. Donc ce petit tableau ici, en fait je passe très rapidement dessus, c'est pour dire qu'en France aujourd'hui on peut avoir des prix de revient lorsque ces prix sont aidés, lorsqu'il y a des subventions qui sont à la clé, on peut avoir des prix de revient qui sont abordables, mais le coût, il faut toujours le garder en tête, et M. Tamin nous l'a rappelé, le coût quand même pour la société reste encore élevé. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des mesures incitatives, mais il faut également avoir un effort soutenu de recherche et je dirais de progrès dans les équipements qui sont concernés dans ces filières. Donc je passe très rapidement. Ici je voulais juste montrer une comparaison entre les énergies renouvelables même aidées avec les énergies, enfin l'énergie qui provient des centrales nucléaires, énergie électrique ici, des centrales nucléaires, des centrales à charbon ou des centrales à fioul. On voit qu'on est à de l'ordre de 4 cents le kilowattheure, alors que pour les énergies renouvelables, bon, on est largement au-dessus. Donc, même aidé, on est toujours en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Alors, finalement, le contexte d'évolution de ces énergies, on le sait, pour que ça progresse, pour que tout ceci puisse demain être une alternative crédible, j'ai entendu le mot, il faut commencer par faire en sorte que ces énergies trouvent leur place. Ces énergies ne trouvent pas leur place, moi j'ai dit, une des raisons, c'est qu'on a d'autres formes d'énergie qui nous sont
virtuellement bon marché. Bon, j'ai dit que c'est virtuel, mais à l'échelle planétaire et sur des horizons vraiment lointains. Parce que pour notre poche, ça semble bon marché. Mais en vérité, on voit qu'on compromet la vie sur Terre. Donc, il y a des aides qui peuvent intervenir. Hein. Il y a des subventions de toutes formes qui peuvent être des mesures incitatives. Il y a des limites physiques à l'exploitation de ces énergies renouvelables. On les a citées, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je prends le cas de l'éolien pour essayer de montrer comment une filière, bon, même avec les inconvénients qu'on a pu citer, peut être génératrice d'activités humaines et apporter vraiment sa part dans ce que l'on peut considérer comme le progrès aujourd'hui. Donc l'énergie éolienne électrique, on peut voir les formes qui sont utilisables ici. Ça va jusqu'à des fermes éoliennes en passant par des alimentations de bateaux ou de sites isolés. Voilà la réalité du marché ou des technologies de l'éolien. Donc, depuis 1985 à nos jours, on a construit des machines de plus en plus puissantes. Donc, il y avait une opportunité économique à les construire. Donc, les dernières machines que nous avons, ce sont des machines d'environ 5 kW. 5 mégawatts. 5 kW, 5 mégawatts. Alors, évidemment, ce sont des machines impressionnantes à cette taille-là. Hein, puisque vous avez une machine de 5 mégawatts, vous avez pour un diamètre de 112 mètres, en fait, en bout de pale, la hauteur totale vous fera ici à peu près 160-170 mètres. Donc c'est quand même impressionnant. Donc ça, il faut de l'espace pour produire de l'énergie éolienne. Donc évidemment, comme l'espace, on partage l'espace avec nos machines, on ne peut pas, et il faut avoir des places pour les cultures vivrières et tout ceci. Donc chaque fois qu'on parle d'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, le solaire, la géothermie ou ce que j'ai oublié encore, ou la biomasse, il faut toujours beaucoup d'espace pour produire une quantité d'énergie donnée. Donc, si on prend le cas de l'éolien, on revient là-dessus. Qu'est-ce que c'est les technologies qui ont permis le développement de l'éolien? Il y a d'abord la machine elle-même, le capteur. Donc, on a fait énormément de progrès pour essayer d'augmenter les rendements et surtout augmenter à surface donnée. Alors, surface donnée, on peut regarder l'emprise au sol et ensuite, on a deux dimensions. Il y a la verticalité. Donc, si on a une emprise au sol qui est en fait l'espace de contrariété premier pour nous, on peut essayer d'avoir des machines de plus en plus grandes, notamment en termes de diamètre. Donc, à ce niveau-là, on peut travailler sur les pales et ensuite, il faut que l'énergie captée par les pales de plus en plus performantes puisse être traitée de mieux en mieux pour aller vers la production de l'électricité. Donc, à ce niveau, bon, un laboratoire comme le mien s'intéresse non seulement à la transformation de l'énergie, mais également à son conditionnement pour que ce soit disponible de la meilleure façon possible à l'utilisateur. Donc vous avez là plusieurs machines de génération différentes, dont vous voyez ici des signes de progrès ou de transformation en tout cas en interne. Vous voyez que ces machines ne se ressemblent pas, donc il y a eu d'une machine à l'autre des solutions technologiques qui sont différentes. Je ne veux pas rentrer dans le détail. On voit bien que là il y a du travail et il y a des facteurs de progrès encore dans ce domaine. Alors, quand on regarde cette filière, bon, souvent on me pose la question, hein, les éoliennes, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bon, il y a des ordres de prix hein, d'éoliennes qui vous sont donnés là. Et ce qui est important sur les éoliennes et les énergies renouvelables, il y a un facteur dont on n'a pas parlé, c'est le retour sur investissement. Hein. Donc, quand on investit dans une éolienne ou on investit dans une énergie quelconque, ce qui est important in fine, c'est à partir de quel moment j'ai un retour sur investissement. Et généralement, ce qui est intéressant pour les énergies renouvelables, quand ce retour sur investissement est atteint, la source, en fait, elle est gratuite, puisqu'elle est là. Je place une éolienne, s'il y a du vent et que je n'ai pas mon éolienne, mais le vent est toujours là. Donc le problème, je ne vais pas acheter le vent. Donc quelque part, la comparaison, et c'est là un peu mon petit point de désaccord avec M. Tamin, lorsque on présente des rendements pour les énergies renouvelables, le problème, c'est de dire, à un moment donné,
la source première, même si elle est intermittente, elle est gratuite, elle est là. On ne l'achète plus. Donc, à ce moment-là, un petit rendement lancé sur un horizon lointain, eh bien, on a quand même quelque part un gain qu'on peut apprécier. Et souvent, ce calcul n'est pas fait. Bon, je pense que à ce niveau-là, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de raisonner avec des horizons aussi lointains. Donc, l'éolien dans le monde, on voit bien qu'aujourd'hui, ça augmente. Hein, il y a vraiment un regain d'intérêt pour les machines éoliennes. Et c'est une affaire qui marche très bien. Et on constate, bon, pour des raisons qui ont été évoquées, que la France est quand même quelque part un peu en queue de peloton sur les pays qui ont installé l'éolien. Ça s'explique, hein, je ne sais pas pour dire que c'est bien ou c'est mauvais, mais on le constate. Et un pays qui a un niveau de développement équivalent, qui est l'Allemagne, est quand même très bien doté en énergie éolienne. Bon, on a parlé de la part du charbon dans l'énergie, le bouquet allemand. Bon, ça c'est quelque chose effectivement qu'on peut discuter. Bon, si on prend le bouquet énergétique d'EDF, selon RTE, on voit ici effectivement que le thermique nucléaire est vraiment très présent dans le bouquet. Les énergies renouvelables sont effectivement à 10% là-dedans, tout confondu, parce que l'éolien est quasiment insignifiant. Le thermique à flamme, donc c'est de l'ordre de 11%. Donc voilà le bouquet énergétique d'EDF en France. Et j'en arrive au problème qui est celui des réseaux, puisque je veux bien, et à dessein, me contenter de traiter de l'énergie électrique. Aujourd'hui, la situation en France, c'est qu'on a une production qui est centralisée. Elle est centralisée parce que ce sont les centrales nucléaires qui produisent en masse, et on doit transporter cette énergie jusqu'aux endroits où on en a besoin, où on va les utiliser. Donc ça fait quand même des lignes de transport avec beaucoup de pertes en ligne, on le connaît, on sait chiffrer tout ceci. Et voilà, donc quand ce réseau a des soucis, les soucis, forcément un souci à un nœud supérieur va se propager sur quasiment tout le réseau. Donc c'est une réalité qu'on sait gérer, enfin on gère depuis très longtemps. Les réseaux du futur, ça sera des réseaux où vous allez avoir des productions qui vont se retrouver un peu partout sur le territoire. Ça commence à être le cas. Vous avez des éoliennes qui sont placées un peu partout. Donc ce réseau n'est plus piloté par les sources de puissance du type centrale nucléaire seulement. Il y a des apports d'énergie qui sont marginaux, ces apports sont marginaux, mais ça crée une nouvelle situation sur le réseau. On appelle ça un réseau décentralisé. Alors le problème du stockage qui a été posé, c'est un problème qui est réel. Parce que toutes ces énergies, du fait de leur intermittence, la plupart, sont appelées à être gérées en dynamique, c'est-à-dire en temps réel, puisque l'électricité, on ne sait pas stocker l'électricité de manière très efficace quand l'offre et la demande ne sont pas en adéquation. Donc on a tendance à ce que ce soit toujours en adéquation. De toute façon, ça l'est forcément, sinon le réseau devient instable. Donc on a un problème de stockage qui est réalisé déjà avec les centrales nucléaires, parce que quand on me dit que les énergies renouvelables, il faut du stockage, je dis qu'avec les centrales nucléaires, il y avait aussi besoin de stockage. Les barrages sont là pour faire le stockage, parce que l'énergie nucléaire, on ne sait pas gérer aussi des variations rapides. Donc il y a du stockage. Donc finalement, on est en train de dire que pour les énergies renouvelables, on doit répéter ce qu'on faisait déjà à une autre échelle pour l'énergie nucléaire. Donc pour moi, c'est une problématique qui est complètement, je dirais, dans l'état de l'art du traitement de l'énergie, électrique en tout cas. Donc, ce sont ces problèmes-là que les chercheurs donc, en physique appliquée, puisque nous sommes plus du côté de l'application, nous cherchons à traiter. Et voilà, par exemple, quelque chose que nous faisons sur la région, qui est ici appelée plateforme technologique située à Fécamp, sur un site isolé. Sur ce site isolé, vous pouvez remarquer qu'on a plusieurs sources d'énergie que l'on va venir coupler. Et là-dedans, ce qu'on va essayer de gérer, ce sont des problèmes de stockage et des problèmes de gestion dynamique des flux énergétiques. Donc, on a des choses que l'on peut faire et on est en train d'y travailler de manière à ce que les problèmes de stockage ne soient pas le verrou
quand bien même, bon, la notion de verrou est très, très puissante, hein, mais je veux dire que tout dépend de l'échelle à laquelle on veut traiter le problème. Hein. C'est un verrou à certaines échelles, mais à d'autres échelles, ça ne l'est pas. Donc on peut ramener le problème aux échelles où on peut les traiter. Donc le contexte du développement des énergies renouvelables, là, effectivement, on peut dire qu'il faut un contexte international qui soit favorable. Il faut que tout le monde prenne conscience que ce sont des énergies qu'il faut développer. Il faut des volontés politiques nationales. Bon, en ce qui concerne la France, je crois que même EDF, aujourd'hui, la pub d'EDF, quand EDF présente ses performances en énergétique, hein, ou dans les formes d'énergie, EDF associe toujours son image aux éoliennes. C'est pas pour rien, même si c'est un peu de la communication, mais c'est une bonne communication. C'est quand même que c'est une orientation qui est voulue par la société, et je pense que c'est une bonne chose. Donc, il y a des opportunités économiques. Ça veut dire qu'on ne fait pas de l'éolien ou des énergies renouvelables pour s'amuser. Il s'agit vraiment de faire des affaires. Hein. Il y a des opportunités économiques et je crois que ça peut se développer. Un pays comme l'Allemagne et un pays comme l'Espagne ont fait le choix. Et aujourd'hui, ça ne s'en porte pas plus mal, pour l'instant en tout cas, que la France. Donc, il y a des choix que l'on peut faire et je pense qu'il faut miser sur la complémentarité des formes d'énergie et justement développer toutes les formes d'énergie renouvelables. Donc finalement, ça ce sont des réflexions que je partage et que j'ai trouvées sur un site, Planète Énergie, qui parle un peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, c'est qu'on sait, et on l'a dit, M. Tamin l'a dit, et moi je suis convaincu que ça sera le cas, dans une trentaine d'années, est-ce qu'on ferme la boutique? Ou bien est-ce qu'il y aura des solutions qui seront crédibles? Bon, et bien là on saura, parce que vous savez aussi que certains réfléchissent aujourd'hui pour dire est-ce qu'il ne faut pas aborder le problème de la décroissance, hein, puisqu'il y a quelque chose qu'on pense inné, qui est inéluctable, c'est de la croissance. Pourquoi ne pas réfléchir à la décroissance? Bon, croissance ou décroissance, bon maintenant le problème c'est que personne ne sait ce que c'est que la décroissance finalement. Hein. Bon, en attendant, je pense que le vrai problème, c'est que chacun de nous doit rechercher les éléments, et là, je pense qu'on est là aujourd'hui pour contribuer à éclaircir tous ces aspects. Hein. Il faut mener la réflexion et appliquer des solutions au quotidien que l'on juge être bonnes. Et en fait, je crois que pour terminer, ce sont des enjeux de vie, hein, et ça, c'est très important. Alors, pour terminer avec la recherche, sur le GREA, hein, nous avons au niveau français, hein, au niveau national, un groupe de 25 laboratoires, hein, associés CNRS et équipes d'accueil, qui travaillent au système d'énergie électrique dans leur dimension sociétale. Ça veut dire que là, on a passé aussi un problème culturel, des gens qui étaient des techniciens, qui ne raisonnaient que sur la physique, et M. Tamin en a fait la preuve brillante, c'est qu'on prend des problèmes de société en abordant des problèmes techniques. Et ça, c'est très important, et je crois que ça, c'est sain. Depuis un moment, on ne le faisait pas, enfin depuis toujours d'ailleurs, et maintenant, ça devient presque une évidence. Hein, il faut travailler en prenant en compte les dimensions sociétales. Donc, j'en ai terminé. Hein, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Voilà, alors beaucoup de réponses, beaucoup de questions également. C'est un forum, c'est-à-dire qu'il y a débat, il doit y avoir débat, et il doit y avoir des questions qui vous ont traversé l'esprit ou que vous avez certainement à poser aux intervenants. Il y a une question. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis un peu choqué sur une chose et je voudrais un éclairage. Vous avez expliqué au travers des deux intervenants un schéma d'augmentation de production d'énergie. Je voudrais savoir pourquoi vous ne parlez pas, par exemple, et Dieu sait s'il y a beaucoup de réflexions sur ce sujet, cet après-midi, il y avait un congrès FEDELEC qui en parlait à Rouen, national, de la maîtrise de la consommation d'énergie. Alors je vais prendre un exemple que vous avez cité, M. Trémont, c'est ça, je crois? Monsieur Tamin. Monsieur Tamin, pardon, excusez-moi. Oui. Vous avez dit à juste titre que le bâtiment consomme en France 43% de l'énergie. Est-ce qu'on accepte que demain, ça soit 65% ou qu'on puisse diviser par 8 puisqu'on sait le faire? À partir de là, doit-on accepter uniquement les propos qu'on a entendus ce soir, que la France réfléchisse uniquement sur une augmentation de production d'énergie, ou bien doit-on accepter, ou peut-on accepter,
qui est un raisonnement qui d'ailleurs est partagé par beaucoup de gens dans les différents exécutifs français. On travaille également sur la maîtrise de l'énergie. Alors un petit exemple, les veilles de l'électroménager que vous avez cité, c'est quand même la production d'une centrale de 1000 MW pendant un an. Est-ce qu'on est obligé d'accepter ça? Est-ce qu'on est obligé d'accepter que la consommation d'énergie dans les bâtiments augmente ou de la diminuer d'un facteur 4? Je reviens sur cet exemple parce que beaucoup de politiques et de gens travaillent sur ce sujet. Ça me paraît quand même être une voie non négligeable. Peut-être, Monsieur Tama, vous pouvez nous répondre. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et dans ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que je ne voulais pas qu'on décroisse la consommation des bâtiments. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le renouvellement du parc, c'était 1% par an. Et j'ai dit, si on veut décroître donc la consommation des bâtiments, donc si on veut les isoler très bien, ces bâtiments, il faudrait une politique volontariste très forte. Parce qu'il ne faudra pas seulement le faire sur les bâtiments neufs, mais sur les bâtiments anciens. C'est ça que j'ai dit. Donc au niveau des bâtiments, je pense que c'est effectivement là le gisement le plus grand qu'on a. Ça me paraît totalement évident. Et c'est pour ça qu'à la fin, parce qu'on peut agir de deux façons au niveau des bâtiments. Premièrement, on peut agir au niveau de l'isolation des bâtiments. On peut descendre à 30 kWh par mètre carré et par an. Alors qu'aujourd'hui, on doit être à 100 et quelques, 150, 150, 360. Bon, donc on peut descendre donc beaucoup. Deuxièmement, on peut utiliser le solaire thermique, comme je l'ai dit, pour faire à peu près la moitié du chauffage. Quelque chose comme ça. Donc il faut conjuguer ces deux choses-là, mais il ne faut pas compter deux fois le solaire thermique. Je veux dire, le solaire thermique, ce sera une énergie. Il était dans le bouquet que j'ai donné à la fin. J'ai dit on peut aller jusqu'à 15% de l'énergie qu'on consomme en France qui soit d'origine solaire thermique. C'est ça, c'est cette énergie-là. Donc ça, il faut le faire. Pour moi, c'est la priorité, effectivement, parce que ça, on peut le faire. Et le point le plus dur, c'est les transports. Parce que là, il y a un verrou pour les transports. Parce que changer Quand on regarde un peu comment fonctionnent les Français aujourd'hui, d'abord, il faut leur dire, prenez pas la voiture pour aller chercher le gamin à l'école à 300 mètres. Il faut déjà faire ça. Il faut leur dire, prenez pas la voiture pour aller faire du sport le soir, alors que vous allez faire du sport en allant au sport. Enfin, moi, j'ai un gamin qui est dans une équipe de sport co, il se fait engueuler quand il arrive à vélo, parce que lui dit, t'es crevé quand t'arrives. C'est aberrant. Il faut qu'il vienne à vélo, effectivement, puis qu'après, il fasse son sport. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, ça, il faut qu'il y ait ces gestes-là des gens qui soient faits, mais l'essentiel, c'est les transports pour aller travailler et les transports pour partir en vacances. Et ça, je vois pas comment vois pas comment faire là. Je bute. Pour aller travailler, il y a un problème majeur parce que les gens habitent à la campagne. Ils ont raison de vouloir habiter à la campagne, c'est normal. Et puis c'est le mode de vie que des gens ont choisi, c'est très bien. Je comprends complètement. Et les vacances lointaines, c'est sympa. Donc là, il y a un verrou. Par contre, effectivement, au niveau, il y a un verrou sociologique, je veux dire. Au niveau des habitations, effectivement, là, il y a un gisement très fort. Il faut l'exploiter au maximum, mais je crains que ce soit assez long. C'est ça que j'ai dit, c'est tout. Hein. La réponse vous satisfait, monsieur? D'accord. D'autres questions? Des questions du quotidien? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, l'effet de serre, c'est quand même ce qui est tout à fait prioritaire. Si on consomme tout le carbone fossile qu'on a sous les pieds, on sera rendu à 2000 ppm de CO2 dans l'atmosphère. L'humanité aura disparu. Donc de toute façon, on ne va pas en voir le bout. Bon, vous avez parlé de séquestration. C'est quand même pas un problème qui est très simple. Il s'agit de séquestrer avec une garantie que ça ne va pas ressortir 500 mètres plus loin. Il faut que cette garantie, on l'obtienne pour plusieurs siècles. Hein. Moi, je ne suis absolument pas convaincu qu'on puisse le faire. Sinon, vous parlez de l'enfouissement, bien sûr, là. Non, la séquestration du CO2, dans les puits de pétrole déplétés, dans ces trucs-là. Bon, c'est quelque chose qu'on imagine qu'on va savoir faire, mais que pour l'instant, on ne sait pas faire. Hein. Donc le charbon, c'est vrai que s'il n'y a pas de séquestration, le charbon, il faut faire une croix dessus. De toute façon, on ne pourra pas le faire, on sera mort avant. Bon, je salue quand même votre prestation sur les biocarburants. Il y a dans la salle plusieurs personnes qui se sont fortement positionnées pour, et notamment qui ont engagé des sommes assez importantes dans l'usine Tereos de Lillebonne. Bon, vous avez parlé d'une efficacité énergétique complètement ridicule. Bon, pas pour tout, hein. Non, et pour l'éthanol de blé, vous avez parlé. Bon, vous savez que sûrement qu'en Seine-Maritime, on a un des plus gros projets de France qui est en train de se monter. Il y a quand même la solution qui paraît la plus... qui demande évidemment beaucoup de courage politique, c'est la taxation du carbone fossile. Hein. Si le prix de l'essence monte à 10 €, les gens ils utiliseront moins leur voiture. Voilà. Bon, là, vous voulez... C'est peut-être pas vraiment une question, mais vous voulez ajouter quelque chose? Je veux bien réagir. Oui. Taxation carbone, je suis personnellement favorable, parce qu'on est dans une société où c'est l'argent qui est roi. Il faut donc utiliser l'argent comme moyen de pression pour évoluer. Bon.
Donc je suis complètement d'accord. J'étais contre avant, et puis je me suis rendu compte que c'est comme ça. Il faut prendre acte de ce qu'on vit. Sur l'affaire que vous dites, il faut ne pas utiliser le charbon, c'est pas vous qui allez décider. Je veux dire, il y a des gens qui vont décider de l'utiliser. Et les Chinois, quand ils brûlent le charbon, eh ben, ça ne s'arrête pas à la frontière, le CO2. Hein. Donc je crois que la seule attitude raisonnable qu'on a, c'est de dire on va apprendre à séquestrer. Il faut qu'on apprenne à séquestrer et qu'on vende ou qu'on apporte cette technologie aux gens qui, pour le moment, n'imaginent pas que c'est important. Je crois que c'est le rôle des pays développés, qui ont quand même beaucoup gâché la planète, il faut quand même le voir, c'est à eux de faire ça, d'apprendre à séquestrer. On a la chance que le CO2 c'est lourd quand même, on a cette chance-là. Donc c'est un point positif. On peut aussi le solidifier, même si c'est énergivore de le solidifier, c'est ça le problème. Mais bon, il y a des recherches, et ça veut dire que les jeunes, il faut qu'ils y aillent, qu'ils se retouchent les manches, et puis il y a du boulot pour réussir ça. Moi je crois qu'il faut le réussir, autrement on est mal. D'autres questions? Oui, monsieur, bonsoir. De la séquestration du CO2, est-ce que ça se fera sous pression ou sous forme d'hydrate de CO2 au fond des mers? Une question technique peut-être, mais enfin, vous êtes là pour ça. Je ne suis pas spécialiste, je crois que le problème du fond des mers, c'est qu'on craint qu'en cas de réchauffement, ça relâche. Donc je crois que c'est une très mauvaise solution celle-là. Un peu comme les nappes de méthane? Exactement, oui. Oui. Je pensais justement au méthane. Ouais. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous pensez qu'on peut arriver à des solutions énergétiques à l'avenir dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons mondialement, pas seulement en France. Parce qu'en vous écoutant, en écoutant vos conseils, j'ai l'impression que vous proposez à travers, de façon très insidieuse, une autre société que celle-là. Vous parlez d'économie d'énergie, vous parlez d'un autre mode de vie, mais est-ce que ce que vous proposez est compatible avec notre façon de penser l'économie aujourd'hui et à notre façon de consommer? Je finis en disant juste une petite boutade. Quand je suis en voiture et qu'il fait 28 degrés, j'aime bien la climatisation. Non mais ça c'est... Alors Bernard Tamain, êtes-vous insidieux? Bon, un débat politique, mais moi il me semble que on est dans un monde libéral, c'est comme ça, je constate. Je suis expérimentateur et je regarde le monde. Comme je regarde mes manips, je regarde le monde. Et il me semble que la seule façon d'en sortir, c'est de dire il y a quand même des États. Et le rôle des États doit être justement de provoquer cette régulation-là. Ce n'est pas les industriels qui d'eux-mêmes vont effectivement apprendre à séquestrer le CO2 ou vont s'imposer des taxes carbone, ça c'est évident. Donc il faut que ce soit les États qui fassent ça. Vous savez qu'il y avait un projet dans la Nièvre de faire une centrale thermique au charbon de 1000 MW électrique. J'ai essayé de faire au ministère pour qu'on ne fasse pas cette centrale sans que le problème justement de la séquestration de CO2 soit en même temps vu. Et ça, c'est à l'État de faire ça. C'est l'État qui doit dire ok, vous ferez, mais à condition que. Je crois vraiment que ça doit être ça, le rôle d'un État. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à quelque chose. Autrement, c'est clair que si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, on n'y arrivera pas. Oui, des questions là-bas. Bonjour madame. Bonsoir. Justement, monsieur a pris une introduction de la réflexion que je voulais vous porter. Moi, je ne vais pas aller dans des débats très techniques, mais je vais aller dans des réflexions de citoyennes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vous écoute, c'est intéressant et bien sûr. Et bravo pour la recherche et tout le travail que ça représente. Et surtout le grand courage que vous avez, sachant que toutes les recherches que vous faites, elles vont être très souvent limitées, bloquées, parce que ça fait combien d'années que nous parlons, les plus anciens, des éoliennes, et qu'on ne nous écoutait pas. Et donc là maintenant, il semble que ça devient quelque chose de très important. Donc je pense un peu au courage de tous ces chercheurs, de toutes ces chercheuses, si on peut le dire, qui ont travaillé, sué, quelquefois pour avoir des salaires moindres que dans l'économie propre ou dans les entreprises. Et donc heureux encore qu'en France, même si on nous dit qu'on est moins que les autres, je pense qu'en France, nous avons encore cette âme chevillée au corps de faire beaucoup, de recevoir souvent peu par rapport à la recherche que nous faisons, moi je suis dans un autre domaine, et d'avoir des salaires qui ne sont pas non plus mirobolants. Donc, bravo, merci tout d'abord. Mais par ailleurs, donc, moi je vois plus loin, et
qu'allez-vous faire devant tous ces trusts pétroliers il va bien falloir que toutes les grandes fortunes, par exemple, même Bush, il a du pétrole plein ses poches. Il doit avoir les oreilles qui sifflent ce soir. Les conflits, les guerres sont faites encore actuellement, malheureusement, malgré tout ce que l'on dit, pour souvent du pétrole. On voit ça avec la Russie, on voit ça dans différentes parties de l'Afrique. Et donc, que faire? Parce que moi, je veux bien me réduire au quotidien. Je veux bien, le covoiturage, par exemple. Travailler plus pour gagner plus, faire des heures supplémentaires. Vous partez le matin avec un collègue ou une collègue. Le soir, il y en a un, il reste pour faire les heures supplémentaires. Vous rentrez chez vous. Que faites-vous avec le covoiturage? Je pense que la question est un peu réductrice là pour le covoiturage. En tout cas, je retiens que vous applaudissez les chercheurs et vous êtes vous-même peut-être vous êtes dans une mauvaise. D'accord, de l'éducation. Bien, je pense qu'en matière de covoiturage, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est monsieur... Oui, allez-y. Moi, je partage son avis, notamment sur le salaire des chercheurs, ça c'est vrai. Voilà, voilà, c'est dit. C'est pas mal. Voilà, c'est dit. C'est dit. Oui, monsieur Giraud. Oui, sur les transports, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. 40% des déplacements sont faits sur des distances de moins de 5 km. C'est quand même là où on bouffe le plus de pétrole au kilomètre, parce qu'il faut savoir que c'est là où on consomme le plus, où le pot d'échappement catalytique est le moins efficace, et c'est là où on renvoie le plus dans l'atmosphère. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de solution à ce niveau-là, moi je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir pour faire en sorte que sur ces petits déplacements, on mette en place d'autres stratégies que l'emploi de la voiture. Et donc effectivement, il y a les transports collectifs, quels qu'ils soient, avec des systèmes de rabattement. Et d'autre part, quand on dit sur la problématique domicile-travail, eh bien, c'est de faire en sorte aussi que l'aménagement du territoire, il soit, j'allais dire, régulé, lui aussi. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas habiter n'importe où, parce qu'après, on n'est pas dans la capacité à transporter les gens. Et donc, il faut structurer l'aménagement du territoire en fonction des transports en site propre. À un moment donné, il faudra bien qu'on y arrive. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, à vrai dire, la question que j'allais poser recoupe les propos de monsieur Giraud, parce qu'on peut constater qu'effectivement, à travers les différentes présentations, on dépense beaucoup d'énergie à en trouver des nouvelles. On peut se poser la question si ce n'est pas à terme un petit peu une fuite en avant et sans fin. Et l'autre question qui vient de façon conséquente, c'est est-ce qu'il ne faut pas concentrer finalement plus nos efforts à diminuer nos consommations d'énergie et à mener des travaux de recherche en ce sens, effectivement, comme vient de le citer M. Giraud, dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme d'une manière générale, et aussi peut-être dans les pratiques de société et les pratiques du travail, telles que le télétravail. On pourrait très bien imaginer, par exemple, défiscaliser d'une certaine façon le télétravail, ce qui serait peut-être une façon aussi de contribuer à diminuer la consommation de transport. Donc, diminuer, économiser... oui, monsieur Dac. Oui, effectivement, ça fait 2 fois que cette notion réapparaît. Il est clair que, M. Tamé a parlé d'optimisation de l'utilisation de l'énergie. On a parlé d'efficacité énergétique. Donc, en filigrane, quand on dit optimiser l'utilisation de l'énergie, c'est utiliser de l'énergie à bon escient. C'est-à-dire, quelque part, c'est utiliser juste ce qui est nécessaire pour la fonction donnée. Donc, on ne peut pas faire moins que ça. C'est-à-dire, si cette notion est comprise jusqu'au bout, il est clair que ça conduit inéluctablement à ne pas faire de gaspillage, et quand on ne gaspille pas, on ne fait plus que vivre. La réponse vous satisfait? Oui. Si je peux réagir là-dessus, c'est une piste effectivement le télétravail. C'est compliqué aussi parce qu'il faut quand même garder le tissu social. Je veux dire, donc il faut, si les gens travaillent toujours chez eux, ça casse. Il faut des bistrots. Donc il faut des bistrots. Donc il faut remettre les bistrots partout. Je voulais dire aussi autre chose par rapport à ce qui a été dit sur les transports et sur le covoiturage, etc. Puisqu'il y a des politiques qui sont par là, j'en profite un peu. Personnellement, je vais travailler à vélo. Parce que j'ai la chance de ne pas habiter loin de l'endroit où je travaille, c'est une chance, hein. Mais c'est aussi parce que je me force un peu, parce que je me suis dit, zut, c'est important, donc je vais travailler à vélo. Mais je constate que les pistes que je dois prendre, il y a des pistes cyclables qui ont été faites, mais elles ne sont pas optimisées. En fait, les politiques, souvent, font semblant de faire des pistes cyclables. Il y a des pistes cyclables, mais il faut s'arrêter partout, il faut faire des grands détours, on n'a pas la priorité, il y a des bouts de trottoir pour se casser la figure, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'inviterai les politiques à regarder ce qui se passe en Hollande. En Hollande, les vélos sont prioritaires sur les voitures.
je trouve qu'il y aurait peut-être un côté psychologique là, par rapport à la population, à affirmer ça. On va donc donner la priorité aux deux roues pour que les gens petit à petit disent tiens, après tout, c'est pas idiot. Et aux piétons sur les deux roues. Et aux piétons sur les deux roues. Voilà, voilà un monde cul par-dessus tête, si je puis dire, hein, par rapport à nos habitudes. Oui, une question, monsieur? Oui, donc mon intervention pour prolonger un peu ce que disait Jean-Pierre Giraud et ce que disait monsieur tout de suite, là, sur les transports, c'est vrai que le vélo... Monsieur Tamin. Monsieur Tamin, oui. Donc le vélo en Allemagne, en Hollande, un moyen de transport qui est beaucoup plus utilisé, mis en avant et beaucoup plus sécurisé. Chez nous, on se contente de tracer des bandes vertes sur la route, ce qui ne présente absolument aucune sécurité pour le cycliste, hein. Donc rouler à vélo en Rouen, je l'ai fait plusieurs fois, c'est vrai que souvent ça finit mal, hein, d'expérience assez douloureuse. Bien. Bon. Mais sinon, je dirais sur les transports, voilà, transport en commun, voilà un mode, une façon d'économiser beaucoup d'énergie, hein, puisqu'on consomme moins. Mais là, on s'attaque à des choix politiques, puisque sur Rouen, on a mis en place un réseau de transport en commun qui est quand même d'une inefficacité criante. Notre métro ne dessert pas, par exemple, l'hôpital. On avait la possibilité, avec les voies de chemin de fer, on avait le train, la gare de Martinville qui arrivait dans Rouen, d'utiliser ce train pour irriguer tout le cœur de Rouen, et on voit encore que ce soit depuis Barentin, que ce soit depuis Serqueux, Buchy, il y a des milliers de voitures qui tous les jours viennent sur Rouen, et là-dessus, pour l'instant, il y a très peu de trains qui circulent entre ces secteurs et Rouen. Oui, pourrais-je traduire ce que vous dites en disant que vous êtes pour les transports en commun, mais qu'il faut qu'ils soient pensés de façon extrêmement précise et puis peut-être simulés. Il faut qu'ils soient là. Parce que j'aimerais pas que s'il n'y a pas de train, les gens ils prennent leur voiture. Il faut qu'il y ait une offre réelle de transport en commun sérieuse qui puisse faire que les gens laissent leur voiture au garage et dire je prends le train parce que je sais que dans les 5, 10, un quart d'heure, je peux avoir un train. Mais je pense que là-dessus, tout le monde va être d'accord. Vous mettez en question l'adéquation des transports en commun. Bon, d'accord. Mais sur le principe du transport en commun, il est forcément intéressant. Enfin, je le suppose. C'est bien. Oui, vous vouliez dire un mot, monsieur? Sur le train, ce qu'on peut quand même dire, ce qu'a fait la région, c'est que globalement, sur un certain nombre de lignes, on a multiplié fortement le nombre de cadencements sur ces lignes, hein, c'est-à-dire le nombre de trains, et on s'aperçoit qu'il y a une augmentation forte de l'utilisation. Par contre, il y a une ligne, effectivement, c'est celle qui va sur Serqueux. Pour l'instant, il y a eu une amélioration de la desserte, mais ça demande un travail avec chaque territoire, parce que c'est pas le tout de faire vivre une ligne, surtout que c'est une ligne où il y a peu de villes moyennes sur le trajet. Il faut prévoir le rabattement, et le rabattement, ça demande un travail en synergie avec les territoires pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. Mais par contre, là, les lignes où il y avait des villes moyennes, où il y a eu un travail de fait, on s'aperçoit qu'on est sur des augmentations d'utilisation de l'ordre de fréquentation de entre 30 et 40%. Voilà, revenons peut-être à des problèmes scientifiques. Alors justement, je voulais poser une question à M. Tamin. Il a évoqué l'hydrogène comme vecteur énergétique. Et l'hydrogène pourrait être peut-être une solution peut-être partielle, mais un stockage de l'énergie. Et justement, je voulais avoir votre position sur cet équilibre de ce vecteur. Vous êtes physicien, monsieur? Vous êtes non, technicien. Un technicien. Donc l'hydrogène en tant que moyen de stockage, hein, je dis pour tout le compte de l'énergie. Pour pouvoir alimenter des PA combustibles. D'accord. Oui, tout à fait. C'est une très bonne solution, l'hydrogène. Surtout, j'espère que ce sera la solution de l'avenir. Enfin, en fait, quand on veut résoudre les problèmes de pollution dans les villes, d'effets de serre, les deux solutions, c'est l'électricité et l'hydrogène. L'électricité, il y a un problème de production d'abord de l'électricité qui peut être faite soit par le nucléaire, soit par le solaire, et de batteries dans les voitures, donc d'autonomie des voitures. L'hydrogène, il n'y a pas ce problème-là. Alors, quand on regarde l'hydrogène aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? La production d'hydrogène, c'est pas un problème, on résoudra ce problème-là. Par exemple, il y a des projets déjà de faire des centrales de production d'hydrogène par cracking direct de l'eau à 1000 degrés. Il y a aussi de la production d'hydrogène par méthode biologique. Ça veut dire qu'il y a des bébêtes qui ont la bonne idée de se dorer la pilule au soleil.
de pomper l'énergie du soleil et de décomposer l'eau. Donc ça c'est sympa, c'est une application intéressante de la biologie, et c'est écologique, mais c'est pas facile à mettre en œuvre en grande quantité, c'est ça le problème. Donc au niveau de la production, je pense que ça doit se résoudre. Au niveau du stockage, c'est pas si simple parce que c'est un gaz, l'hydrogène. Donc stocker des grandes quantités, ça implique de les stocker sous forte pression, donc dans des containers qui sont lourds parce qu'ils supportent des grandes pressions. Mais donc il y a un premier verrou. Mais le verrou majeur, c'est la pile à combustible. Ça flambe. Non, mais ça, c'est pas un énorme problème. Non. Ça, je crois que justement, il faut aller contre ça, parce que l'hydrogène, quand on est à l'air libre, n'est pas un problème. L'hydrogène est un problème seulement en local fermé, parce qu'il est explosif seulement lorsqu'il y a la bonne concentration d'hydrogène par rapport à l'oxygène. Et l'hydrogène diffuse très vite à l'extérieur. Donc on n'a jamais à l'extérieur la concentration correcte. Par contre, à l'intérieur, effectivement, dans les parkings souterrains, dans les tunnels, ça, effectivement, c'est un problème. Donc il faudra revoir ça. On en est où, nous, les Français, là? On en est un peu comme tout le monde, je dirais, là-dessus. Ça veut dire que, moi je crois que dans l'industrie automobile, les fabricants regardent ces problèmes-là, ils sont au même niveau que les autres, je dirais. Oui, mais ça, pour les regarder, je peux en faire autant. Non, ils regardent, ça veut dire qu'ils font des recherches là-dessus. Non, il y a des recherches faites par Peugeot et Renault là-dessus. Je crois qu'on n'est pas en retard là-dessus. Le problème, c'est que aujourd'hui, les membranes de piles à combustible utilisent du platine, et c'est donc très cher. Il n'y a pas assez de platine sur Terre pour faire ce qu'on voudrait faire. Donc il y a un problème de membrane à trouver. Donc il y a de la recherche fondamentale à faire. Elle n'est pas faite. Donc il faut la faire. Où les constructeurs français ont du retard, c'est sur les voitures comme la Prius. C'est-à-dire que les constructeurs français ont négligé les voitures hybrides, où le combustible c'est le pétrole, toujours, ou le gaz, mais où on utilise l'électricité de manière à ce que le moteur soit toujours à son meilleur régime. Et ça, les Français ont négligé ça, et à mon avis, c'était une erreur. Dites-moi, moi je suis, admettons, c'est pas admettons, je suis normand d'ailleurs, pour une part, j'habite la Normandie et je suis totalement enthousiasmé par votre discours. Je veux économiser l'énergie, je veux polluer le moins possible, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des panneaux solaires? Parce qu'il y a un raisonnement qui est possible à tenir aussi. C'est que dans le nord, il y a moins de soleil que dans le sud. Mais par contre, on en a beaucoup plus besoin de se chauffer que dans le sud. Donc, à la limite, on s'en servira plus. C'est presque plus rentable d'utiliser ce genre de choses dans le nord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la pompe à chaleur? On m'a dit tout à l'heure que c'était pas toujours très facile. Comment je fais? Pratiquement, est-ce que j'achète un pavillon? Est-ce qu'on va individualiser la production d'énergie? Est-ce que je vais pouvoir être en autarcie en matière énergétique un jour ou l'autre? Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas à l'autarcie en matière énergétique. Je crois par contre que si vous voulez faire un geste écologique, là que vous avez la possibilité, c'est un chauffage solaire, effectivement, même si vous êtes dans le nord, parce qu'il y a suffisamment de soleil dans le nord. Le problème sur les maisons anciennes, j'ai regardé sur ma propre maison, j'ai un problème terrible parce qu'il faut tout casser, parce qu'il faut passer les tuyaux. Donc c'est ça le problème. Ouais. Donc sur les maisons neuves, c'est relativement facile, sur les maisons anciennes, c'est difficile. Voilà. Et la maintenance? Alors ça, là je pense qu'il faudrait faire... Alors là pareil, je m'adresse aux politiques qui sont là, c'est que je pense que quand on regarde bien, quand EDF a fait le chauffage électrique, il a fait des normes. Et ces normes-là ont été utilisées pour effectivement développer le chauffage électrique. Il faut faire des normes aujourd'hui. Alors il faut les préciser. Il faut qu'il y ait il faut que les fabricants fassent des choses jolies, parce que souvent les trucs qu'on fait sur le toit sont pas beaux. Donc il faut les aider à faire des choses jolies. Et il faut les forcer à faire un service après-vente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à 20 ans, ont mis des pompes à chaleur et qui les ont arrêtés parce qu'ils sont tombés en panne et que ça coûtait très cher pour les réparer. Donc il faut qu'il y ait un service après-vente qui soit effectivement correct. Mais ça, c'est le citoyen aussi qui va pousser à ça en râlant à travers les associations. Le citoyen, souvent, il a arrêté. Les gens qui ont fait ça il y a 20 ans, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Parce qu'ils ont changé 2 fois la pompe, puis ils ont dit j'arrête parce que ça me coûte trop cher. D'accord. Oui, alors là, finalement, c'est raté. Ce que je peux simplement dire, c'est que je suis membre au nom de l'Association des régions de France, ce qu'on appelle Quali-ENR, puisque les professionnels ont fait une norme pour, par exemple, le photovoltaïque, mais aussi les panneaux thermiques, pour chauffage au bois, de telle manière, effectivement, qu'il y ait un cahier des charges qui soit... ça permet d'évaluer, et d'autre part, ça évite justement d'avoir des gens qui installent, qui n'ont pas la formation, qui aient des malfaçons, etc. Monsieur, une question? Oui, donc on a beaucoup parlé justement des problèmes de chauffage. Actuellement, il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème de la climatisation. Notamment cette année, on a battu des records de vente de climatiseurs au mois d'avril, du jamais vu en France.
Et apparemment, le coût de la climatisation sera à peu près aussi élevé que le coût du chauffage d'ici quelques années. Il y a un domaine qui me semble assez occulté en ce moment au niveau du bâtiment, c'est justement la notion de confort thermique lors de la construction en utilisant des matériaux autorégulants comme la brique perforée, le béton alvéolaire qui présentent une inertie et qui permettent de faire diminuer la température de l'ordre de 4 à 5 degrés en été. Oui, un petit peu comme dans les pays du Sud ou dans les pays d'Afrique, avec de temps en temps des parois qui sont vraiment des bons tampons aux modulations de température. Vous avez Est-ce que vous faites des choses sur ces matériaux de construction, Monsieur Dacchio, non, des recherches? Non, nous pas directement. On n'est pas dans l'électricité, je sais bien. Non, là, non. Ouais. Mais bon, évidemment, je suis sensible en tant que citoyen à ce problème. Pour ma part, c'est vrai que il y a beaucoup d'habitudes de construction qui avaient des vertus qui ont été abandonnées parce que ça ne répondait plus à certains goûts actualisés, avec un certain nombre de raretés des matériaux de départ. Et ça fait qu'on a abandonné, et puis la facilité du béton. Il y a beaucoup de choses qu'on a abandonnées parce qu'il y avait une énergie qui n'était pas très chère, qui nous était quasiment offerte. D'EDF, quand on a fait la politique du chauffage par l'électricité, bon, je pense que les techniciens d'EDF étaient très au courant, mais c'était nécessaire, semble-t-il, pour l'outil de production. Mais on a préconisé quelque chose qui était mauvais, il faut le dire, il faut le reconnaître, pour que les choses marchent. Pour que ça marche. Voilà, et du coup, comment vous dites, pour le business, c'est ça? Pour le business. D'accord. D'accord. Moi, j'ai toujours pas ma réponse. Est-ce que ça passe ou ça casse? Séquestrer le CO2 très rapidement. La fusion nucléaire, je suis pas un spécialiste, mais c'est pas pour demain non plus, à mon avis, ou de ce que je lis. Donc, on va se retrouver quand même mal là, dans 25-30 ans. Peut-être pas moins, mais... Ça va être tendu. C'est vrai qu'il y a un problème majeur, c'est vrai. Donc il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'en tant que citoyen, on fasse deux choses. Un, qu'on ne gaspille pas soi-même, ou le moins possible. Donc quand on part pour faire un transport, qu'on se pose la question, tiens, est-ce que le train n'est pas mieux que la voiture, par exemple, parce qu'on consomme beaucoup moins quand on prend le train. Il faut aussi qu'on exerce des pressions sur nos politiques pour qu'ils mettent en première ligne ces questions-là. Et je pense qu'on parlait de l'habitat tout à l'heure. Il y a des tas de solutions qu'il faut regarder. Un truc bête, je suis tout à fait de l'avis de monsieur. Le développement de la clim, je trouve que c'est une catastrophe, le développement de la clim. Il faudrait que les Français sachent. Le Français moyen ne sait pas que la clim consomme tant que ça. Il ne le sait pas. Donc il faut lui dire déjà. Les maisons, on les isole par l'intérieur. C'est pas bon. On devrait les isoler par l'extérieur. Alors pourquoi on ne le fait pas par l'extérieur? Parce qu'un isolant, s'il n'est pas tout à fait hydrofuge, après il ne l'isole plus du tout. Donc il faut avoir des isolants de très hydrofuges qu'on mettrait à l'extérieur. On n'a pas vraiment pris à bras le corps ces problèmes-là, je crois. Il faudrait vraiment que c'est une priorité de tous les instants. D'accord, encore, je retiens que ça passe tout juste, et encore, il faut faire gaffe. C'est dur, oui. D'accord. Oui, monsieur. Monsieur voulait dire. Je voudrais juste parler un peu, revenir un peu sur le solaire thermique. Parce qu'on a beaucoup parlé sur l'utilisation du solaire thermique dans le nord de la France. C'est vrai que c'est faisable, on a un bon potentiel, mais il ne faut pas s'arrêter aux capteurs solaires vitrés. Il faut aussi penser que dans le nord de l'Europe, on peut utiliser des capteurs solaires sous vide. Et les capteurs solaires sous vide, elles sont très, très adaptées à ces pays-là. Les capteurs solaires sous vide, elles sont même très, très utilisées pour la climatisation solaire et la production de froid, qu'on parle souvent aujourd'hui. Mais il y a des applications, il y a des applications là-dessus. On peut aller sur le site de Texol pour avoir un peu les applications solaires thermiques pour la production de froid. Vous travaillez pour ces applications, monsieur? J'ai travaillé pour l'ADEME et j'ai fait le gisement solaire en Haute-Normandie. Voilà. D'accord. Il y avait une question là, monsieur. Oui. J'ai une question à poser. Oui, allez-y. Juste pour finir, excusez-moi. Monsieur. Oui. On a beaucoup parlé de rendement de tout ce qui est énergie, enfin de tout ce qui est énergie renouvelable, énergie nucléaire, charbon, etc. Donc je revois un peu sur la biomasse, le rendement de tous ces aspects énergétiques. Ma question à monsieur, est-ce que ce calcul de rendement
a été pris en considération les aspects environnementaux, c'est-à-dire pollution, déchets et effets de serre? Voilà la question. Bernard Tamin. Je ne connais pas le détail, je pense que non. Je crois que c'est non. Alors ceci dit, je veux dire une chose là-dessus. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, par rapport au monsieur qui intervenait sur le blé là, tout à l'heure, les chiffres que j'ai donnés, c'est les chiffres actuels. Ça veut dire que c'est les chiffres dans lesquels on ne prend que la graine de blé pour faire de la biomasse. Il faut mettre la tige. Il faut mettre la tige. Donc il y a des R&D qui sont faites aujourd'hui pour utiliser la tige. Ça peut changer beaucoup les choses si effectivement on utilise la tige. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, par rapport aux questions d'environnement, c'est ce que j'ai dit à la fin de mon exposé. Je crois que le problème de la biomasse, c'est que tous les calculs ont été faits en supposant qu'on faisait de la culture intensive. Qui dit culture intensive dit pollution, dit insecticide, dit etc. Enfin, tracteur, machin, etc. Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Oui. Oui. Il a été, au travers des deux exposés, question d'énergie. Je vais parler de production d'énergie, même si le terme est impropre. Donc production d'énergie centralisée ou production d'énergie répartie, puisque dans les deux exposés, il y avait les deux versants, donc avec des avantages et des inconvénients aux deux solutions. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs rappeler, ou plutôt affiner ces positions, notamment en ce qui concerne le captage de CO2? Il est évident que c'est une solution qui n'est adaptée qu'à une production centralisée et non pas une production répartie. De même, d'autres questions me viennent à l'esprit. Le développement de l'urbanisme se fait en extension autour des villes. Est-ce que ce n'est pas une aberration pour justement résoudre, ou plutôt améliorer la situation qui a été décrite? Oui, vous avez beaucoup de questions comme ça. Oui. Plus ou moins, oui. En plus, des questions qui vont être un petit peu polémiques, éventuellement. Encore une. C'est la panne d'électricité qui est importante, qui a eu lieu ces derniers mois. On n'a pas connu la raison exacte. On a dit que c'était un surcroît d'électricité qui était apporté par les éoliennes en Allemagne. Alors, qu'en est-il? Alors, qui veut répondre? Oui, allez-y. Oui, Bernard Tamin. Ou vous, oui, allez-y. Allez-y. Allons-y. C'est vrai que, pour la première question, notamment la production décentralisée, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des centrales thermiques partout. La production décentralisée dont il est question, la plupart du temps, c'est l'apport de centrales qui utilisent des énergies renouvelables. C'est ça qui va se développer. Et la partie thermique, elle existe déjà. Parce que pour absorber les pics, il faut des centrales thermiques. Pour le nucléaire a ça de bien, c'est que ça peut produire, on a une production de fond qui est rassurante et ça marche. Mais pour les pics de production et les variations brutales, on ne sait pas faire avec le nucléaire. Donc il faut des centrales hydrauliques d'appoint, donc on pompe, on stocke dans des barrages. On utilise des centrales thermiques également pour absorber les pointes. Donc ça existe. Mais le fait que le ratio, cette fois-ci, d'énergie d'origine renouvelable va augmenter sur les réseaux, on a un réseau qui commence à prendre de l'ampleur avec donc une production qui est décentralisée. Oui, alors la panne, ça c'est... c'est un collègue, toi-même tu l'as dit au départ, on ne sait pas, mais on est toujours heureux d'aller dire que c'est le voisin. Oui. Bon, d'accord. L'herbe est plus verte chez le voisin. Voilà. Oui, un tout petit mot, Bernard. Je peux réagir. Moi, par rapport à cette histoire décentralisée, centralisée, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Je crois que ce serait une erreur d'opposer les deux. Parce que si je prends par exemple l'éolien, je suis allé à une réunion organisée par l'ADEME à Paris il n'y a pas très longtemps. La position qui était défendue par les gens qui défendaient l'éolien était la suivante. Il y aura 3 bassins d'éolien en France. Dans le sud de la France, vers le Roussillon, par là où il y a beaucoup de vent, il y en a déjà beaucoup, la Bretagne et le Nord. L'idée, c'est que l'un de ces 3 bassins a toujours du vent, en moyenne. Mais du coup, il faut les interconnecter. Parce qu'autrement, si on ne les interconnecte pas, on a tantôt trop d'énergie à un endroit et pas à l'heure. Et puis, donc, il faut les interconnecter. On a besoin de l'interconnexion de toute façon. Donc, de toute façon, même si on fait des productions locales d'éoliennes, d'électricité éolienne, il faut pouvoir l'exporter quand il y en a trop et ramener l'énergie quand il n'y en a pas assez. Le pire, c'est les centrales thermiques d'appoint. C'est pour ça que les Danois sont si cochons au niveau effet de serre. Parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de centrales thermiques d'appoint.
Oui, deux ou trois commentaires. Je voudrais d'abord dire que le Conseil économique et social régional a produit un dossier sur le sujet, qui est un document de 300 pages, qui s'appelle « Les énergies en Haute-Normandie », qu'il est disponible donc sur le site du Conseil économique et social. Et pourquoi je fais cette intervention? Parce que ça permet de le relier à la réalité de notre région par rapport à ces problèmes. Oui. Je vais donc essayer de ne pas le dire sur un ton trop schizophrène, mais il y a des réalités quand même qu'il faut réexprimer ce soir. D'abord, que nous avons une position très particulière, puisque nous sommes la 3e région française en matière de production et de transformation. C'est dire que c'est un enjeu économique et d'emploi extrêmement important pour la région, puisque c'est sans doute la première filière économique de la région. Deuxièmement, donc que à tout point de vue, non seulement nous sommes concernés, mais nous sommes impliqués. Deuxième observation, c'est que les enjeux ne sont pas seulement économiques lorsqu'on veut encourager le décentralisé renouvelable, ce qui est une des conclusions de ce rapport. Il faut absolument l'encourager parce que il suffit de citer et de rappeler quels sont les 5 premiers producteurs de pétrole et d'ailleurs accessoirement de gaz pour comprendre que tout ce qui vise à plus d'autonomie est forcément salutaire dans la diversification du bouquet énergétique. Les 5 premiers producteurs, c'est de mémoire le Venezuela, pas dans l'ordre, hein, la Russie, l'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite. Donc que des approvisionnements sécurisés, comme vous le savez. Et puis enfin, à propos du CO2, une autre réalité à rappeler, c'est que à court et moyen terme, et c'est une des conclusions de ce rapport, le nucléaire est incontournable. Il faut diminuer son recours progressivement en diversifiant le bouquet, en réduisant les consommations d'énergie, mais c'est de toute façon un problème extrêmement complexe au plan technique. Ce rapport est, je crois, très orienté environnement, donc je ne peux qu'encourager le public ce soir qui est venu, qui est intéressé, à aller le lire. Parce que je l'ai évoqué, bon, comme ce n'est pas revenu dans la discussion, hein, il y a quand même les pays qui n'ont pas encore atteint le niveau de développement des pays européens et qui ont quand même un droit au développement. Que fait-on pour ces pays aussi? Comment fait-on pour qu'ils accèdent à de l'énergie cette fois-ci? Alors là, c'est quand même vital. Hein, c'est même c'est une énergie de survie qu'on voudrait avoir dans ces contrées-là. Et donc, il y a ce problème-là à résoudre à l'échelle planétaire. D'accord. Encore 5 petites minutes, j'ai le temps de poser une question. Faire du feu dans la cheminée, avec ou sans insert, c'est finalement, on n'a pas beaucoup parlé de bois. Il est vite vu, si vous brûlez du bois dans une cheminée, vous avez un rendement qui est de l'ordre de 10%. Avec un insert, vous êtes à 35%. Et à l'heure actuelle, il y a des moyens de chauffage où on est à plus de 65% de rendement. D'accord, parce que c'est les gaz qui brûlent en plus du bois. Oui, donc là aussi, il y a des évolutions technologiques qui font que là où vous brûliez 30 stères pour vous chauffer modestement, à l'heure actuelle, avec 6 stères, vous êtes chauffé correctement et vous n'avez pas besoin de renvoyer autant de gaz carbonique dans l'air. Et à ma connaissance, la France ne manque pas du bois. Alors, ça dépend. Il est en pente. C'est là qu'il y a peut-être une différence. Il y a des énergies qui sont inépuisables, on a vu pour l'éolien ou le solaire, c'est-à-dire le soleil, il est toujours là, etc. Par contre, on est bien dans une ressource renouvelable sur le bois, c'est-à-dire qu'on a bien un robinet et il faut qu'on ait un équilibre entre la demande et l'offre. Et donc, effectivement, il faut être très attentif pour ne pas mettre en place des, j'allais dire, trop de consommation de bois où on ne pourrait plus approvisionner. Alors, en ce moment, on n'est pas dans cette situation-là. On a une situation aussi économique qui fait que ceux qui ont du bois ont profité de l'augmentation du cours des matières premières fossiles pour augmenter fortement le cours du bois, en faisant un peu de rétention pour que les cours montent. Mais il faut être attentif parce qu'on a quand même de gros projets qui consomment du bois, puisque, pour en donner un en termes économiques, la chapelle d'Arblay produit de l'électricité et de la chaleur à partir de bois, que ce soit du bois de rebut, plaquettes forestières, etc. C'est 140 000 tonnes par an. Donc c'est des ressources relativement importantes. On écoute Jean-Pierre Giraud pour le petit mot de conclusion. Je vais être relativement bref. J'allais dire qu'au niveau de notre collectivité, si je résume la philosophie qui est partagée par l'ensemble du bureau et de la majorité,
La première chose, et je crois qu'on rejoint ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la priorité des priorités, c'est effectivement faire en sorte d'économiser et de ne pas consommer certaines énergies quand on peut s'en dispenser. Puisque toute l'énergie économisée, c'est celle qui ne pollue pas et qui ne pose pas de problème. Donc effectivement, il faut mettre en place des dispositifs pour qu'on puisse fortement économiser l'énergie. On a des dispositifs qui ont été annoncés, puisque le président du conseil régional a annoncé que au niveau des opérations de renouvellement urbain, il y aurait 20 millions d'euros pour justement faire en sorte qu'il y ait des systèmes d'isolation très performants et que les bâtiments consomment moins. Et là, on est dans de la rénovation, essentiellement. D'autre part, la deuxième chose sur laquelle vous avez insisté aussi, et qui rejoint notre préoccupation, c'est qu'effectivement, en termes de comportement et en termes d'information, eh bien, les gens ne gaspillent pas l'énergie. Et donc là, il y a aussi énormément à faire. Et quand on voit, par exemple, sur les bâtiments, quand vous avez annoncé qu'on est capable à l'heure actuelle de faire des maisons à 35 kWh par an et par mètre carré en termes d'énergie, à l'heure actuelle, on en consomme 10 fois plus en Haute-Normandie. Donc c'est un facteur de 1 à 10. La troisième chose sur laquelle vous avez insisté, et là aussi il y a une politique relativement complète, d'ailleurs Dominique Gambier, c'est plutôt lui qui la suit, c'est sur l'efficacité énergétique. Parce que là aussi on a des progrès à faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos rendements ne sont pas terribles, y compris en termes de motorisation de voitures, etc. Donc là aussi, on peut économiser fortement en termes d'énergie. Et puis, pour qu'on puisse y arriver, il faut effectivement qu'il y ait un développement de la recherche, un développement de la formation. Vous avez rappelé effectivement qu'il faut savoir réguler. Je voudrais prendre simplement un seul exemple. Sur la faculté de Rouen, je ne citerai pas le lieu où c'est, il y a un bâtiment qui a été construit dans les années 90 et qui consomme 440 kWh par an et par mètre carré parce que le système de régulation ne marche pas. Ils sont incapables de le faire fonctionner. Donc on voit là aussi qu'il faut qu'on ait tous les techniciens et toute la formation nécessaire pour le faire. Et dernière chose importante, c'est qu'effectivement, il faut développer toutes les ressources d'énergie renouvelable. Et je pense que la région a fait de gros efforts, puisque quand vous parlez du solaire thermique, vous devez savoir que notre région apporte 1 400 € d'aide pour les particuliers pour pouvoir disposer d'un système de chauffage pour leur eau solaire. On apporte 2 300 € pour des systèmes combinés. C'est les aides les plus importantes apportées par un conseil régional en France. Et puis d'autre part, on apporte aussi des aides pour tout l'habitat collectif, puisque dans le premier, c'est 300 € le mètre carré. Donc on voit bien que là, il y a une volonté très forte. On aide le photovoltaïque, là aussi, de telle manière que 40% globalement, et toutes ces aides doivent permettre effectivement d'acquérir, j'allais dire, cette maîtrise de l'énergie et ses économies, cette sobriété, et puis d'autre part, le développement des énergies renouvelables, en sachant que je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'il y a un dossier qui sera présenté en plénière le 25 juin, qui s'appellera Plan Climat-Énergie, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller plus loin, et dans un premier temps, c'est de présenter des orientations pour qu'elles puissent être débattues. Après, il y aura un certain nombre d'actions qui seront collectées, mais en même temps, il faut savoir que les territoires, c'est-à-dire les pays et les agglomérations, travaillent eux aussi sur ces aspects-là, et c'est à partir de cet ensemble que ça définira une politique régionale qui, je l'espère, sera très ambitieuse. Je souhaitais remercier, puisque tout le monde a participé fortement, et puis tout le monde est resté jusqu'à la fin, donc il faut quand même remercier de vous être déplacé et d'avoir eu la gentillesse, j'allais dire, d'écouter, de commenter et d'interpeller, parce que je crois que c'est comme ça aussi qu'on construit les débats citoyens. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus avec nous ce soir. Bon, au revoir, bonne soirée.